Bonsoir, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de nos sociétaires et je veux saluer tout de suite Caroline Parmentier. Bonsoir Martial. Bonsoir Nicolas Gauthier. Bonsoir aussi à Stéphanie Bignon. Bonsoir à Pierre Gentillet qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On est heureux de vous retrouver, ainsi que Charlotte Dornelas. Et puis vous serez rejoint tout à l'heure par notre ami Philippe Randa. Vous savez qu'il y a une tradition, mais qu'une tradition importante. On croit que je fais ça pour le plaisir, mais tout simplement, il faut que je vous réexplique. TV Liberté ne vit que par les dons des particuliers. Nous n'avons pas d'argent de la haute finance, nous n'avons pas l'argent de tel parti, de tel pays, de tel lobby. Nous avons l'argent des Français. Mais pour vivre, il faut continuer bien évidemment à aider TV Liberté. Alors chaque fois, à chaque Bistro Liberté, je vous répète la même chose, pas pour le plaisir, mais tout simplement parce que nous avons des donateurs qui sont dans la salle, et puis des donateurs que nous voulons mettre en avant, comme Dominique de Saint-Paul-de-Vence, Michel et Emmanuel de Paris, Damien de Haute-Rivière, c'est dans les Ardennes, Patrick de Cuc, c'est dans le Pas-de-Calais, Maurice de Bordeaux, et puis comme on fait en sorte de me donner les noms les plus durs et les villes les plus compliquées de la planète où vivent nos Français expatriés, il faut que je salue aussi Yves de Harrison, c'est dans l'État de New York, Chantal de Sugarland, c'est dans le Texas, Bruno de Montréal, Pierre de Quélonois, c'est dans le Canada, Rémi d'Oaka, c'est au Japon, Marc de Crans-Montana et Philippe de Chavannes, c'est en Suisse, et puis nos donateurs de la France du bout du monde, Franck de Bémao en Guadeloupe, Bruno de Fort-de-France, et pour la Nouvelle-Calédonie, enfin, Olivier de Nouméa, Anne-Marie de Païta et Jean-Pierre de Doumbéa. Ça, c'est un salut tout particulier aux Français qui regardent TV Liberté au bout du monde. À vous tous, merci de votre aide, merci d'aller sur la rubrique dons de tvliberté.com, et puisque vous y êtes sur tvliberté.com, regardez à côté, il y a un petit bouton marqué radio, tous les jours de 7h à 9h, c'est la matinale sur Radio Liberté. Plus d'informations que sur les grandes chaînes généralistes de la radio. Oui, c'est sur Radio Liberté, tous les jours de 7 à 9h. Et puis après, vous le retrouvez en replay tout au long de la journée. J'ai tout dit, j'ai fait de la pub. Et maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer à notre invité. Il s'agit de Anne Coffinier. Bonsoir Anne Coffinier. Bonsoir et merci. Alors, j'aurais pu dire beaucoup de choses sur vous. J'ai trouvé 2 termes qui vous définissent. Vous êtes diplomate, vous êtes énarque. Et puis j'en ai trouvé quand même un 3e. Vous êtes actuellement le directeur général, la directrice, le directeur ? Choisissez. Le directeur général de la Fondation pour l'école. Alors cette fondation, elle œuvre en faveur des établissements scolaires libres et indépendants. 2 termes sont aussi importants. La fondation a été créée en 2007, c'est-à-dire à peu près il y a 10 ans de cela, et ça vous permet d'avoir quand même, je pense, un regard très complet sur ces 800 écoles en France, 57 000 élèves, je crois, qui sont scolarisés dans ce qu'on appelle le hors-contrat. Alors comment se portent ces écoles libres et indépendantes en France ? Écoutez, je ne sais pas si on voit, mais là, nous venons de faire le recensement des écoles qui ouvrent cette année. Et il y a 93 nouvelles écoles, collèges, lycées, qui ouvrent en septembre. Vous imaginez 93 écoles en 1 an. Ça fait un taux de croissance de 12% annuel. Alors, libre et indépendant, hors contrat, ça veut dire quoi, hors contrat? Pour que ce soit bien clair dès le départ, parce que sinon on va se perdre tout au long de cette émission. En France, il y a les écoles publiques, il y a les écoles privées sous contrat et les écoles privées hors contrat, et les gens qui étudient à la maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hors contrat? Ça veut dire qu'elles sont complètement libres de recruter leurs professeurs, de choisir les meilleures méthodes, les meilleurs manuels, les meilleures progressions, les meilleurs diplômes. On va en parler. On peut toujours en parler. Et toujours est-il que grâce à cette liberté-là, elles ont la possibilité donc de ne pas être le clone des écoles publiques pour essayer de trouver les meilleures solutions. Et donc c'est le lieu des expérimentations, le lieu aussi se maintient des traditions qui sont parfois un petit peu hâtivement abandonnées dans d'autres écoles liées par le contrat. Et ça correspond aussi à un mouvement qui est complètement mondial. La France, de ce point de vue-là, est très atypique, puisque le secteur hors contrat représente 0,5% des élèves de France. Mais est-ce que, vous êtes une battante, je sais, mais est-ce que vous ne butez pas néanmoins contre une classe politique qui, elle, défend prioritairement l'école publique et finalement son monopole? Oui, mais ça ne me gêne pas. Vous aussi, vous butez contre toutes sortes de choses, ça ne vous gêne pas, c'est la vie. La vie, c'est une forme de combat. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? En France, on a fait un culte véritable de l'école publique. Vous avez un ministre comme Vincent Peillon qui dit, d'ailleurs Najat Vallaud-Belkacem, l'école de la République engendre la République,
la République engendre l'école de la République. Alors vous avez envie de dire, d'accord, mais alors tous les gens qui sont dans les écoles privées, ce ne sont pas des républicains, ce sont des anti-républicains, ce sont des sous-hommes, des sous-citoyens, et c'est quoi exactement? Vous voyez, on est en pleine idéologie. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a à peu près 80% des Français qui placent leurs enfants un petit peu dans le privé, un petit peu dans le public, un peu dans le hors-contrat, un peu dans le sous-contrat, parce qu'on essaie de trouver la meilleure solution et que les gens sont pragmatiques. Donc ce débat public-privé, sous-contrat, hors-contrat, c'est un débat d'idéologue. C'est pas un débat français. On va être pragmatique. On va être pragmatique. Vous dites que l'éducation nationale a besoin de pluralisme parce qu'il y a en gros 40% d'enfants en échec scolaire. Mais est-ce que le hors-contrat, c'est garant de la réussite scolaire? Est-ce que c'est plus performant? Vous avez des chiffres? Là, vous avez la liste de vos écoles. Est-ce que vous avez des chiffres sur la réussite? Parce que dans le hors-contrat, il y a des boîtes à bac. Oui, très bien. Mais heureusement qu'il y a des boîtes à bac. Parce que qu'est-ce qu'on fait des enfants qui, justement, ne réussissent pas et qui sont en déshérence, vous les abandonnez? Parce que l'école publique dit toujours, nous nous occupons de tout le monde. Et vous, dans le privé, vous pouvez choisir vos étudiants. C'est vrai, mais dans le privé, il y a des boîtes qui sont extrêmement élitistes, même si j'aime pas beaucoup ce mot, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment prendre les meilleurs élèves et les font travailler le plus loin possible. Et puis, il y a des maisons qui sont faites pour des élèves qui, en fait, ne sont pas faits pour le moule unique de l'éducation nationale et qui sont en déshérence éducative. Et c'est bien qu'il y ait les deux, justement. Ça correspond à un vrai besoin de la société. On a tous des amis, des frères, pour ne pas dire des enfants, qui ne réussissent pas dans le système classique. Et heureusement qu'il y a ces écoles-là. Mais enfin, l'école publique, elle est garante de la laïcité, néanmoins, et je sais bien le reproche qu'on peut lui faire, mais garant de la neutralité. Et cette neutralité, elle peut être... Hein. Bah bon. Oui, c'est de faire un effort. Hein. Oui, donc, aidez-moi. C'est pas très convaincant. Cette neutralité, si elle existe, est-ce qu'elle existe aussi chez vous dans les écoles hors contrat? Par exemple, il y a des écoles qui sont altermondialistes, écologistes dans leur contrat. Ça, c'est sûr que ce n'est pas la garantie de la laïcité, de la neutralité. Pourquoi? Vous ne pouvez pas être altermondialiste et sans religion? Il n'y a pas d'idéologie dans l'altermondialisme? Non, mais attendez. L'intelligence procède par distinction. Alors nous allons poser des distinctions. Ça vous plaît comme programme? Mais allez-y. Voilà bien le discours d'énarque. Voilà. Non, pas du tout. Justement pas d'énarque. Non, les énarques ne distinguent pas beaucoup de choses. Non, mais concrètement, cette histoire de neutralité, il ne faut pas, à mon avis, tout mélanger. Il y a, d'une part, le fait qu'une école doit être une école, c'est-à-dire qu'elle doit enseigner des connaissances qui sont exactes, qui sont scientifiquement conformes, si on veut, à l'état de la recherche, et pas des idéologies ou des utopies ou des idées vagues qu'on pourrait collecter ici ou là. Or, ce problème de qualité scientifique des professeurs, vous pouvez le trouver aussi bien dans le public, dans le privé sous contrat, dans le privé au contrat, partout. Ça découle avant tout de la question de la formation des professeurs. Comment on les forme? Est-ce qu'on développe vraiment leurs connaissances scientifiques, leurs connaissances disciplinaires avec exigence? Ou est-ce qu'on considère que l'essentiel, c'est la pédagogie? Après tout, le contenu, ils en savent bien assez. Vous pouvez poser cette question directement, parce que dans les SP, le contenu, il ne pèse pas lourd. Les SP, c'est ce qui a succédé aux IUFM pour former les professeurs. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est la formation des professeurs. Après, il y a une question d'état d'esprit. L'état d'esprit de service de la vérité, voilà un grand mot, un gros mot, eh bien soit vous êtes dans une logique où le professeur est dans un état d'humilité, où il cherche à donner ce goût de la liberté, de la vérité et le service de cette vérité, soit vous êtes dans une logique où en réalité vous utilisez les disciplines pour former un homme nouveau. Et nous y voilà, la question de l'impossible neutralité. Les écoles publiques le disent, elles veulent changer enfin, c'est pas les écoles qui veulent, mais en tout cas les penseurs de l'école publique le disent, ils veulent changer la société en changeant les mentalités des enfants pour faire une société nouvelle. Ils veulent former un homme nouveau à travers ce qu'on apprend à l'école. Donc si vous avez un agenda politique aussi fort dans une école, forcément, la neutralité est inexistante. D'accord. Alors, il y a un autre problème sur lequel vous ne pourrez pas échapper, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques, y compris de droite d'ailleurs, qui vous suivaient, eh bien, vous suivent plus parce que dans leur contrat, ils ont peur de l'arrivée des écoles musulmanes, souvent, possiblement, aux mains des extrémistes. Et aujourd'hui, il y a plus d'écoles musulmanes hors contrat qu'il y a d'écoles catholiques. Ça, c'est la réalité. Alors, attendez. Si, 35% musulmans, 25% catholiques. Vous dites qu'il y a des hommes politiques de droite qui nous suivaient, mais qui suivaient qui? Qui étaient en faveur de l'école privée. Traditionnellement, jusque dans les années 80, les hommes de droite étaient en faveur de l'école privée.
Et dans la gauche, jusque dans les années 80, il faut bien savoir que toute la gauche, écolo, etc., était aussi pour les écoles libres, justement pour pouvoir avoir une éducation plus alternative. Après, à partir des années 80, c'est le grand recentrage sur l'État. Et alors là, avec les élections qui se présentent, c'est le tout-État. C'est le tout-État, parce qu'on a peur de tout, et donc il faut se recentrer sur l'État, on a peur de la société civile, etc. Mais la tradition, disons, de la droite, c'était quand même de respecter les libertés, de considérer que l'école, c'est avant tout une réalité qui est une réalité propre à la société civile, et que l'État est là pour garantir les droits. Il n'est pas là pour être opérateur monopolistique de l'offre scolaire. D'accord ? Ça, c'est la tradition libérale, disons, en France. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation ? Une fois de plus, la confusion intellectuelle la plus totale règne. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas dire les vrais problèmes. Aujourd'hui, les gens ont peur du développement des écoles musulmanes fondamentalistes. Mais ils ne le disent pas. Bon, ben moi, je le dis. Ben alors, on le dit, on le prend au sérieux. Comment on fait aujourd'hui pour éviter le développement d'écoles musulmanes fondamentalistes ? Ça, je vous le demande. Premièrement, vous avez une ministre, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez un Premier ministre, Manuel Valls, qui, dans le discours qu'il a tenu notamment lors de l'inauguration d'une mosquée, disent que la solution pour lutter contre le fondamentalisme, c'est de passer sous contrat les écoles musulmanes. Il se trouve que c'est d'ailleurs aussi ce que réclame la Fédération nationale des écoles musulmanes et l'UOIF. Donc ça, c'est la politique qui est suivie actuellement, même si elle est suivie très lentement, parce qu'en réalité, il y a très peu d'écoles qui sont prêtes techniquement à passer sous contrat, mais c'est l'idée générale. L'idée générale, c'est que si on passe sous contrat des écoles musulmanes, d'une certaine manière, on contrôlera mieux. Ce qui est techniquement complètement fou. Enfin, en tout cas, c'est l'idée générale. Donc, il faut savoir que de toute manière, si vous avez des hommes politiques qui considèrent que toutes les religions sont absolument pareilles, qu'à la limite, il faudrait presque un rattrapage du nombre d'écoles sous contrat pour qu'il y en ait autant que de gens de cette religion-là en France, de toute manière, vous allez tout droit vers la multiplication des écoles musulmanes sous contrat. Donc la question, c'est, est-ce que vous préférez des écoles hors contrat de toute tendance portées par les gens, ou est-ce que vous préférez que l'État crée des écoles musulmanes sous contrat ? Moi, je n'ai pas à répondre. Ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas souhaitable de lutter contre la radicalisation, comme le souhaite le ministre, c'est-à-dire de passer les écoles hors contrat du régime de déclaration à un régime d'autorisation. Je sais bien que la Fondation pour l'école n'a pas été consultée. Je vous ai bien entendu bien regarder. C'est pas vrai. Mais ça, est-ce qu'on ne devrait pas faire ce travail-là ? On a été consultés, mais ils font le contraire de notre position. Et puis, là, pour le coup, tout le monde est contre cette idée. Alors, c'est une question qui est très simple. En matière de liberté publique, la règle, c'est le régime de déclaration. Et l'exception, c'est le régime d'autorisation. Il y a quelques années, le gouvernement avait essayé de changer le régime, par exemple, de création d'associations. Il avait dit qu'on allait passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré la décision. Là, c'est pareil. L'idée de changer complètement de système, de passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, c'est absolument fondamental comme différence. Ce n'est pas une petite différence technique. D'un côté, la société civile crée des écoles et l'État vérifie que ça se passe bien. Et d'un autre côté, c'est l'État qui vous dit vous pouvez ou vous ne pouvez pas créer votre école. Et l'État, c'est qui ? Qui c'est qui va faire l'instruction du dossier ? C'est l'Éducation nationale. Vous connaissez un système où on a à ce point jugé parti, un acteur qui est jugé parti ? Allez, bon, mais il faut qu'on aille vite. Techniquement, tout de même, l'autorisation, si vous voulez prévenir la radicalisation, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Plus la marche à l'entrée est haute, plus il y aura d'écoles clandestines. Aujourd'hui, la plupart des écoles musulmanes sont clandestines. Mais on n'en connaît pas le nombre. On n'en connaît pas le nombre, pas plus qu'on connaît le nombre des salles de prière clandestines. Donc, si la marche est haute, il y aura encore plus de gens qui seront sous le radar du contrôle. Et deuxièmement, si vous donnez une autorisation, si vous posez un acte créateur de droit, il y a un futur avocat ici, si vous posez un acte créateur de droit, vous retirez... Possible futur potentiel avocat. Oui, merci. Eh bien, donc, si vous posez un acte créateur de droit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour le retirer, c'est pas aussi simple que si vous avez une pure déclaration. Donc, la politique est absolument malheureuse dans sa conception. Un dernier mot. On dit aussi que le ministre voit d'un mauvais œil le homeschooling. Alors, j'ai trouvé ça formidable, parce que moi, j'appelle ça. Les enfants qui sont instruits à domicile, maintenant, ça s'appelle le homeschooling. Alors, le homestaging, c'est quand on refait la maison, et le homeschooling, c'est quand on met le gamin dans la maison pour être instruit. Alors, c'était quand même 25 000 élèves actuellement. Hein. C'est le double d'il y a 10 ans de cela. C'est une vraie réussite aussi. Et ça, on veut y toucher. Est-ce que c'est normal, pas normal ? Est-ce qu'on a peur ? Et c'est pas non plus anormal de penser qu'on peut avoir peur de la mainmise des enfants ? Oui, alors c'est un sujet que je connais un petit peu moins. Le fait de défendre cette liberté, c'est essentiel.
Il y a plein d'enfants qui, à un moment X ou Y, ont besoin de cette formule. Ils ont été malades, ils ont une phobie scolaire. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne supportent plus l'école. Il faut les reprendre, leur redonner confiance à un moment donné. Donc il faut garder cette possibilité. C'est vraiment une liberté d'enseignement qui est fondamentale. Après, il y a toujours pareil, le problème du contrôle. La réalité aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale sous-contrôle un certain nombre d'établissements et sous-contrôle un certain nombre de familles. C'est-à-dire que les contrôles, ils portent beaucoup sur certaines et très peu sur d'autres. Et aujourd'hui, il y a une inégalité des contrôles et il y a une confusion générale dans la politique de contrôle de l'éducation nationale qui est très forte. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Mais là, le ministère est quand même en train de remettre un peu d'ordre, de former ses propres inspecteurs. Nous sommes confrontés sans cesse, parce que dans le cadre de la Fondation, nous faisons du conseil aux écoles, et nous sommes confrontés sans cesse à des injustices et des illégalités patentes. Je vous donne la fin d'un contrôle d'inspection. Il y a les rapports d'inspection de l'éducation nationale. Par exemple, à propos d'une école catholique, la part dans l'enseignement consacré au caractère propre, donc à la partie religieuse, est excessive dans cette école. Il ne doit pas dépasser 1 heure, messe comprise, par semaine. Très bien. Alors là, vous voyez, on est complètement dehors de tous les clous. Enfin, ça, c'est censurable de tous les côtés. Mais c'est l'inspection qui dit ça, et vous êtes... Bon, eh ben vous êtes vive la liberté scolaire. Vive la liberté. Voilà, j'ai bien compris. Allez, on va passer tout de suite au premier sujet de notre émission, de notre Bistro Liberté. Et le premier sujet que je vous propose, il est simple. Jacques Chirac, est-ce qu'il va aller au Panthéon ou est-ce qu'il va aller dans les couloirs de l'oubli? Il y a une dizaine de jours de cela, Jacques Chirac a frôlé la mort, a été rapatrié d'urgence à Paris. Depuis son AVC en 2005, c'est-à-dire que lorsqu'il était président de la République, sa santé n'a cessé de se dégrader. Elle est, on le sait, déclinante. J'attire votre attention sur le fait qu'en 2007, 1% des Français souhaitaient que Jacques Chirac se représente à l'élection présidentielle. Nous sommes en 2016, 83% des Français gardent un très bon souvenir des mandats du Corrézien qui, plus que beaucoup d'autres, aura suscité dans son parcours politique haine et passion, provoqué soutien et trahison. Alors, Jacques Chirac, au Panthéon ou dans les couloirs de l'oubli? Pierre Gentillet, vous qui êtes militant des Républicains et qui avez été proche de Mariani, oui. Les Républicains, c'est l'UMP c'est le RPR, c'est Jacques Chirac. Vous y voilà. Et Chirac, c'est Gentillet. Voilà. Ouais, c'est clair. D'accord. Okay. Voilà, au suivant. Non, mais je pense que les Français... Enfin, j'avais vu je ne sais plus qui a dit ça, dans un article justement à propos de Chirac récemment, qui disait que la compassion actuelle des Français, c'était bien le symbole de la... comment dirais-je, de l'indulgence des Français. Parce que quand même, je veux dire, Jacques Chirac, hormis l'Irak en 2003, je pense qu'on ne retiendra pas grand-chose. Ce qui fait qu'à mon avis, il est bien aimé, à mon avis, il y a deux choses. La première chose, c'est parce que tout le monde a de la compassion envers un vieillard qu'on voit qui est... Enfin, c'était quand même un grand loup de la politique, hein, qu'on voit aujourd'hui les rares fois où il a fondu au niveau du visage. C'est la vengeance de Bernadette, là, pour le coup. Oui, c'est la vengeance de Bernadette. La deuxième... Et de Balladur. Et les tirages de café avec le Ricard et les jolies filles, pour lui, c'est fini. Et la deuxième chose, c'est aussi parce qu'il incarne toute la dérision du politique. C'est-à-dire qu'à la fois, il a été un homme, enfin, il avait les habits de l'homme d'État, en tous les cas, par rapport aux présidents qui ont succédé, c'est-à-dire Sarkozy et Hollande. Et en même temps, aujourd'hui, il est devenu un symbole de dérision. Parce qu'on est entré dans sa terre de la dérision, de la déconstruction, c'est les 3D que je disais Éric Zemmour, déconstruction, dérision et destruction justement du politique. Parce qu'à chaque fois que vous le voyez, Jacques Chirac, il est représenté, je vois plein de t-shirts où il est en train de fumer une cigarette avec un air, j'en ai rien à foutre, quoi. Ou alors il est en train de poser ses pieds dans un avion et il est en train de dormir, il est en train de sauter par-dessus un portique de métro. Et du coup... c'est même plus quelque chose de politique. En fait, il a tué le politique, pas malgré lui. Marie-France Garot avait une très belle phrase pour définir Jacques Chirac. Elle avait passé en revue, et puis vous savez, elle aime bien passer en revue les gens pour les tailler. Elle avait passé en revue 3 présidents. Elle avait passé en revue Valéry Giscard d'Estaing. Elle avait dit que les 3 personnes qui avaient le plus tué la Ve République, c'est Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chirac. Elle disait Valéry Giscard d'Estaing a détruit la Ve République par orgueil, Mitterrand par vanité, Chirac par accident. Je crois que ça se résume comme ça, Chirac. Alors, Caroline Parmentier,
qui va sûrement redresser la barre et nous dire du bien de Jacques Chirac, car le quotidien présent a été un soutien de Jacques Chirac. Absolument, de la historique. première heure et de la dernière heure. Non, pour moi, Chirac, c'est vraiment le président de la repentance. Je trouve que c'est un des premiers présidents qui a demandé pardon au nom de la France. Hein, ce que De Gaulle et François Mitterrand s'étaient refusés à faire. Ils ne voulaient pas la repentance officielle de la France. Chirac, c'est l'homme du discours du Veldiv, qui en fait attribue à la France l'action de l'État sous l'occupation. Il donc rappelle la responsabilité de la France, il dénonce la responsabilité de la France dans la déportation et dans le génocide des Juifs. Voilà, cela c'est très important. Et ce jour-là, il ne manque pas de jeter l'anathème contre l'extrême droite, contre les publications d'extrême droite et contre le Front National ce même jour. Et il l'appelle à les combattre ardemment, ce que fera d'ailleurs l'année d'après, en 96, son ministre de la Justice, Jacques Toubon, qui va renforcer l'arsenal antiraciste et qui va faire pleuvoir les condamnations. Et on se souvient parfaitement que ces condamnations, effectivement, ont plu sur nous. Jacques Toubon. Pour moi, c'est le... Ça ne nous rajeunit pas, ça nous rajeunit Martial. Comme l'a dit... Jacques Toubon, c'est tout compte. Je me rappelle très bien, c'était une expression. Comme l'a dit Pierre Gentillet, c'est aussi, c'est vrai, le président de l'immobilisme, en effet. Aucune grande réforme n'est associée à son nom, aucun grand dessein qui aurait changé un peu la vie des Français, à la différence de ses prédécesseurs, alors pour le meilleur ou pour le pire, hein, puisque De Gaulle et les institutions, Pompidou et l'industrialisation, Giscard et l'avortement, et le divorce avec consentement mutuel, également la majorité à 18 ans, et François Mitterrand, la peine de mort. Oui, eh bien, Chirac, rien de tout ça, à part peut-être le service militaire, mais là, on pense que c'est les conditions plus modernes de la guerre qui l'ont imposé, et non pas Jacques Chirac. Et enfin, pour moi, Jacques Chirac... en Irak en 2003. Oui, c'est ça. Il y a un point positif. Il est mal pas de lui, en fait. Et puis, dernier point, pour moi, c'est le président du sectarisme. Il a ostracisé des millions de Français qui votaient Jean-Marie Le Pen, et il a en plus condamné et interdit les membres du RPR qui avaient fait des alliances avec eux au moment des élections régionales avec le Front National. Enfin, alors que c'était la tradition républicaine, il a refusé le débat de l'entre-deux tours en 2002 contre Jean-Marie Le Pen, qui était évidemment présent au second tour, sans quoi il a sans doute bien fait parce qu'il aurait sans doute été laminé, ce lâche. Et bien le voilà habillé. Stéphanie, vous qui n'êtes que compassion. Ah oui. Alors surtout, justement... Ah mais c'est la pire là. Elle n'a pas l'air comme ça, mais... Justement, il ne faudra surtout pas l'oublier. Surtout pas, parce que je pense qu'il a été extrêmement néfaste. Et je les dirais en 3 points, en quelque sorte. C'est peut-être le premier, en tout cas qu'il a dit clairement, qu'il n'y avait pas de loi morale au-dessus des lois civiles. Et là... En fait, il signait ce qu'est effectivement la République, définitivement, c'est-à-dire a les mêmes références que tout régime totalitaire, athée, révolutionnaire, jacobin. C'est vraiment la marque de ce genre de régime. Donc Jacques Chirac a ça au moins de très clair, c'est qu'il l'a dit, il n'y a pas de loi morale au-dessus des lois civiles. Deuxièmement, il a quand même été celui qui a œuvré contre la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe en 2005. Donc ça non plus, il ne faut certainement pas l'oublier. Il est beaucoup moins comment dire, débonnaire qu'il en a l'air. Oui. Et puis, malgré Anne tout... Coffinier, vous voulez dire quelque chose? Dites-le. Sur cette question de la reconnaissance des racines chrétiennes, je pense que la responsabilité, malheureusement, assez partagée avec l'Église, qui n'a pas du tout poussé en ce sens. Certainement. Et il a dit, bon, vous le voulez, etc. Et l'Église, bon, pas plus que ça. Bon, alors il a dit, bon, bah, écoutez, si vous voulez pas, moi je vais pas me mettre à dos tout le monde. C'est pas sûr, c'est pas prouvé. Il faut qu'on fasse une commission. Mais ce n'est pas parce que certains ne veulent pas jouer leur rôle que vous ne devez pas jouer le vôtre. On est d'accord. Et il s'est trouvé quand même en opposition avec d'autres chefs d'État, tels que, si je me souviens bien, la Pologne, l'Italie et même l'Allemagne. Donc il aurait très bien pu résister. C'est pas parce qu'on est face à un climat de lâcheté qu'on doit enfourcher le cheval de la lâcheté. Donc pour moi, ce n'est pas une excuse, c'est l'homme qui ne reconnaît pas. Vous allez voir, attendez. Et puis ensuite, je serai extrêmement dur parce qu'il a été le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing et le ministre de la Santé, c'était Simone Veil. Et c'était l'avortement. Donc c'est aussi l'homme de l'avortement. Et ça, c'est terrible. C'est terrible et ça, il est marqué au fer par cette... Parfait. On va pas trouver encore des défenseurs. On va essayer d'en trouver un. Nicolas Gauthier, vous qui prenez toujours à contre-pied les autres, essayez de défendre Jacques Chirac. Bon, déjà,
vu que Nicolas Gardère n'est pas là, je fais un petit peu son sosie officiel, hein, si on peut dire. J'ai pas eu le temps de me laisser pousser la barbe. Mais non, devant ce réquisitoire très brillant, très joli chipie. Et qui n'est pas fini, semble-t-il. Qui n'est pas fini. Oui, il y en a encore une qui n'a pas parlé en plus. Oh là là, j'ai intérêt de convaincre. Non, moi je pense que Chirac est une énigme humaine. Bon, déjà, contrairement à vous, je ne suis pas du genre à danser sur les tombes, dire ah, le salaud, voilà ce qu'il a fait. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Au moment où nous enregistrons l'émission, je le précise, c'est important, au moment où nous enregistrons l'émission, il est toujours hospitalisé. S'il était, on aurait été les premiers à l'annoncer en tout cas. Mais je pense que quelqu'un qui était guère en politique, il y a un truc qui est très intéressant, quand les rares fois où Chirac se confie, c'était quelqu'un de très secret. Quand on dit les plus belles années de sa vie, c'est qu'elle était sous-lieutenant en Algérie, donc c'est le feu, la camaraderie de combat. C'est quand il s'en va très jeune aussi, il part sur un cargo, il a passé quelques mois aux États-Unis. Il vit quasiment comme un vagabond, effectivement, entre Jacques Chirac et Jacques Kerouac, les deux sont sur la route un petit peu, quoi. Il revient après en France, et on sent que c'est quelqu'un qui s'égare en politique, parce que Jacques Chirac, c'est une volonté extraordinaire, comme il y a peu eu en politique, mais une volonté bandée pour la conquête du pouvoir. Et il finit par l'avoir dans des circonstances rocambolesques, comme toujours avec lui. Parce qu'il y a la trahison de Balladur, et il se fait réélire avec le 21 avril 2002, autre circonstance rocambolesque. Mais il a le pouvoir, et en fait, il ne sait pas quoi en faire. Et je pense qu'une fois qu'il a le pouvoir, c'est un peu comme la conquête d'une dame. Tout le bonheur est dans la conquête. Une fois qu'on l'a, elle perd un peu son intérêt. Bravo. Très bien. Quel classicisme dans les analyses. Oui, c'est ça. Quel classicisme dans les analyses, c'est la première fois qu'on vous dit ça. Alors, Charlotte Dornelas, est-ce que vous avez un peu de mansuétude à l'égard de l'ancien chef de l'État? De la mansuétude, oui. Enfin, moi, en fait, c'est un peu le président de quand j'étais petite, quoi. Donc moi, quand j'ai cru qu'il était mort, vraiment, ça m'a touché. Mais pour la première fois de ma vie, un homme politique qui était sur le point de mourir, ça m'a touché. Après, c'était pas, je perdais pas mon grand-père, mais quand même, c'était le président de quand j'étais petite, quoi. Mais bon, c'est pas une analyse très profonde. Si, très bien. Poursuis, parce que là, ça démarre super bien. Là. Mais je pense en revanche que si... Ça s'explique assez bien qu'il soit passé de 1% ou 13%, ou je ne sais plus exactement. De 1 à 83. Voilà, de 1 à 83%, parce qu'à l'époque, c'était l'homme politique qui était jugé. Et de fait, c'était effectivement, c'est celui qui incarne le mieux, ou qui a incarné le premier, je ne sais pas très bien, mais l'abandon, enfin la droite qui ne savait plus qui elle était, et qui a amorcé tout ce dont on souffre encore aujourd'hui, et dont on essaye de se libérer, tous les mouvements qui essayent de recréer qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que, effectivement... Ça avait commencé avant Giscard, hein, et même Pompidou. Hein. Bien sûr. Oui, moi, ça avait commencé avant, mais je pense que... Prendre la parole, il faut frapper fort. Oui, pardon, Charlotte Dornelas, mais pour ce qui est de que la droite abandonne des positions classiques, il faut bien reconnaître que dès De Gaulle, ça a été le cas. Pour le terrain que je connais, qui est sur le terrain de l'éducation et d'une manière générale la fonction publique, a été le grand accord historique, la grande abdication historique de la droite, en tout cas de Gaulle, c'est de confier aux communistes, pour éviter la sociale, le grand soir, le statut de la fonction publique et le ministère de l'Éducation nationale. C'est quand même vous avez tout à fait raison de le faire remarquer, mais le legs gaulo-communiste qu'on a eu en France a quand même donné naissance au seul complexe militaire ou industriel qui permettait à la France de rivaliser en matière de pétrole, d'armement, de construction automobile, de chemin de fer. Ouais. Non mais je suis d'accord, à ce moment on peut de la sécurité sociale aussi. Et cela a commencé à être sabordé par Giscard et après par Chirac. Mais Chirac, au moins, est-ce qu'on peut lui accorder ça? C'était le dernier président, ce que disait Florence Philippot il y a peu de temps, qui était encore un petit peu français. Alors c'est vrai que Sarkozy m'a fait rejeter Chirac, Hollande me fait presque regretter Sarkozy, mais j'irai pas jusque-là quand même. Charlotte voulait dire la même chose. Qui va nous faire regretter Hollande, j'ai peur. Qu'est-ce que vous voulez regretter Hollande? Non, il est pas encore mort. Va nous faire regretter parce que c'est le président de votre enfance aussi. N'exagérons rien. Non, mais alors je vais préciser plutôt ce que je voulais dire. C'est le président. Alors peut-être que j'arrive un peu tard dans l'histoire du coup politique, mais pour moi c'est le président de la culpabilisation, alors plutôt de la droite. Effectivement, c'était amorcé depuis bien longtemps, mais dans ce qui était décrit par Caroline comme par Stéphanie, c'est quand même l'époque où après Mitterrand, mais venant de Mitterrand, c'était une stratégie politique qui était parfaitement lisible. Venant de Chirac, il a complètement adopté en fait cette culpabilisation sur des sujets qui étaient vraiment des sujets de droite. Et ça, pour moi, Chirac l'a
l'a fait beaucoup plus que les autres qui effectivement avaient posé les actes, mais sans en faire un terrorisme intellectuel, entre guillemets. Alors que Mitterrand, président de gauche, a toujours refusé ça. Anne Coffinier. Non mais attendez, une seconde. De gauche que de droite. Nicolas, mais c'est pas vrai, il a remplacé Gardner. Et sort de ce corps. Non, mais, et encore une fois, s'il était à 1% à la fin de sa vie politique, c'est parce que je pense qu'il incarnait tellement bien son époque qu'il en incarnait toute la médiocrité et qu'on a eu l'impression qu'il n'était pas là, il n'y avait personne, etc. Sauf effectivement pour la question de la guerre en Irak qui restera quand même, c'est pas anecdotique, c'est pas rien dans... Enfin bon, après vous savez... Et sa sortie de la cathédrale palestinienne de Jérusalem où il envoie bouler la police israélienne. En revanche, avec 83%... en anglais, il l'a quand même sorti en anglais. On termine pas, c'était du théâtre. On parle pas tous en même temps, on laisse vraiment Charlotte terminer. Personne ne retiendra de ce que j'ai dit. Il y en a une qui restera pas dans l'histoire. Mais si on a bien compris, c'était le président de votre enfance. Donc non, on a tout compris. Et les 83, juste une chose, les 83% d'aujourd'hui, c'est parce que je crois aussi que dans la vie politique, à l'inverse, il était effectivement le dernier président français. C'était le dernier qu'on imaginait bien manger du pâté et boire un verre de vin, quoi. Et au moins dans les Français. Allez, on conclut. Anne Coffinier. Anne Coffinier, vous avez entendu ces éloges. Oui, donc un réquisitoire général. Bon, bien sûr, je partage largement tous ces critiques. Il se trouve que je l'ai connu. Il se trouve que ça a été le premier homme politique que j'ai connu. Que par hasard, j'ai écrit un discours pour lui sur l'islam en Jordanie. C'était il y a 21 ans et j'avais 21 ans. Et alors pour moi, forcément, un premier homme politique, vous savez, à 21 ans, vous êtes un petit peu étonné. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'était cette passion pour la patte humaine qu'il avait. Les idées, on sentait qu'il s'en moquait intégralement, faut être honnête. Mais alors... Une jolie femme de 21 ans, faut être honnête. Il n'a pas dû être insensible à votre charme. Ça, c'est ce qui le rendait un peu français aussi, si j'ose dire. Oui, c'est vrai, toujours que vous rabaissiez tout, c'est terrible. Voilà, mais les femmes, la rivalité ça et la tête de veau, c'était... Mais alors, justement... Une tête de veau. Justement, là où c'était quand même intéressant, c'était que tout à l'heure, vous citiez le fameux incident dans les rues de Jérusalem où il s'exaspère parce que les journalistes ont été maltraités derrière lui et puis il y avait un véritable rideau de sécurité israélienne qui bousculait tout le monde. You want me to take my plane. Exactement. Et à un moment, il dit What do you want? Do you want me to take my plane? Etc. Et il continue. Bon, d'ailleurs, un anglais pas si mauvais que ça, avec un bon accent. C'est la Maurice Chevalier, l'accent. Non, pas si mal, si on compare avec les autres hommes politiques, pas si mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des rares fois où il est sorti de ses gonds, c'est fondamentalement pour défendre quelque chose qu'il ne supportait pas, c'est l'agression, la méchanceté humaine, le manque d'égard. Et le fait qu'on le coupait du contact physique avec la foule, ce qui le rendait hystérique. Il était capable de passer des heures complètes à serrer la main. Et pour lui, ce besoin de contact, quasiment d'imprégnation vraiment avec les gens en direct, était très très fort. Y compris avec quelques excès. Mais voilà. Donc c'est ça aussi qui m'a frappé. Donc vous faites la victime peut-être? Non, pas du tout. Donc c'est ça qui m'a frappé parce que je m'attendais, j'étais peut-être trop cérébrale ou je sais pas, mais je m'attendais à tout sauf ça. Je m'attendais à quelqu'un qui avait une pensée, une stratégie précise sur cette voyage au Moyen-Orient, etc. Et en fait, non. Bon, allez, Jacques Chirac au Panthéon dans les couloirs de l'oubli. Ben, ça sera l'histoire qui en décidera, ça ne sera pas nous ce soir. Chirac et 2007, j'ai le soutien de Jacques, dit-il. Moi, j'ai le soutien de Bernadette, dit-elle. Et puis alors là, deux dessins. Ignace, je les passe, mais là, c'est quand même très... Chirac, 83% de bonne opinion depuis qu'il a quitté le pouvoir. Et quand je serai mort, je ferai l'unanimité. Et puis le dernier, je reprends mon souffle. Mise en bière de Chirac, on a déjà un sponsor... Corona. Je suis désolé, c'est Bistro Liberté. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Bistro Liberté. Merci d'avoir participé à la campagne de dons à laquelle je vous appelle bien évidemment en allant sur le site tvliberté.com et je vous l'ai dit, il y a un petit bouton à côté de la rubrique dons que vous pouvez aller regarder, c'est la rubrique radio tous les matins, une matinale, 7h, 9h, un maximum d'informations, de réinformations le matin, ça fait du bien. Allez, éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, attendez, je ne sais pas comment, oui, on peut poursuivre, décrète la scolarité obligatoire de 3 ans à 18 ans. C'est faux, Martial. C'est faux ce que vous dites.
Bim. C'est l'instruction obligatoire, c'est pas la scolarité obligatoire. Mauvais élève. Bon, allez, c'est par un tweet, excusez-moi, c'est un tweet, hein, c'est 140 signes, je peux ne pas tout comprendre. Bon. Lors des universités de l'engagement organisées par le Parti Socialiste, c'est donc le ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Oui. Ah non, on ne va pas pouvoir à chaque fois, ça va être difficile, a fait part de son désir de rendre l'école obligatoire, donc de 3 à 18 ans. L'allongement de la scolarité obligatoire est une vieille l'une revendication portée à bout de bras par le SNES, ça c'est vrai, par le syndicat majoritaire du second degré, car il est majoritaire, c'est comme ça, même si ça ne vous fait pas plaisir. Et c'est donc concrètement, est-ce que cette mesure est-elle envisageable, d'après vous? Alors, premièrement, Martial, Anne. Ce n'est pas la scolarité qui est obligatoire, ni la scolarisation, c'est l'instruction. Alors, je suis d'accord que les socialistes de toute éternité rêvent que l'école publique, laïque, soit obligatoire. Mais ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est le fait d'instruire ses élèves. Alors c'est vrai que Najat Vallaud-Belkacem rêve de scolariser dans l'école publique les enfants de 3 ans à 18 ans. Et alors, il y a dans le même genre, en 2010, il y a un décret qui a été publié qui donne un droit opposable à chaque personne d'arriver jusqu'à un diplôme au minimum de niveau 5. Bon, c'est une certification professionnelle. Et ça veut dire que tant que vous n'avez pas obtenu ce diplôme, vous pouvez continuer à redoubler vos études ad vitam aeternam jusqu'à 90 ans, le cas échéant. Donc c'est cette idée que tout le monde, pour être un vrai citoyen accompli, a droit à un diplôme, et donc la République, bien généreuse, le lui donne, quoi qu'il en coûte. Donc cette histoire, c'est forcément une mauvaise idée, évidemment. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'aujourd'hui... Vous préférez les voir dans la rue à 16-17 ans, ils sont au moins à l'école en train d'apprendre l'histoire. Vous êtes totalitaire de tempérament, Martial. Non, je ne crois énormément. Ou martial de tempérament. Martial, oui, c'est pas vous. Bon, alors, toujours est-il que pas du tout. En fait, vous avez en France un taux de décrochage scolaire épouvantable. En réalité, personne ne le connaît, pour être exact. On dit qu'il y a 140 000 personnes par an qui décrochent chaque année. Ça veut dire qu'entre 16 ans et 24 ans, ils arrêtent l'école sans avoir aucune certification, aucun diplôme. Dans le même temps, on vous dit qu'il y a 630 000 décrocheurs qui existent dans la tranche 18-24 ans. Parce que ça, c'est les statistiques européennes. Mais on vous dit aussi dans le même temps que l'âge à laquelle il y a le plus de décrochage, c'est 16 ans. Alors si vous arrivez à calculer le taux de décrochage scolaire par rapport à chaque classe d'âge, eh bien, je vous remets la Légion. Parfait, je compte dessus, ça serait très joli. Alors, je vais poser la question au plus jeune, parce que lui, quand il avait 12 ans, on l'a puni parce qu'il venait juste d'avoir son bac avec mention très bien, c'est le bizutage seulement à 12 ans. Mais donc à 25 ans, vous êtes avocat. Alors, Pierre Gentillet, vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? J'ai peur que ça le rattrape. Eh bien, écoutez, en tant que républicain convaincu, non, mais dans le principe, moi je donnerai mon avis. Dans le principe, pour moi, l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est une bonne chose. L'école. Mais il a rien compris. Mais on vient de dire que c'était pas l'école. L'instruction, oui, d'accord. L'instruction. Mais vous n'êtes pas obligé d'être soumis à la non, mais je peux pas parler. Mais c'est pas une question de soumission, c'est une question factuelle. Ensuite, le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale est pétrie d'idéologie. Et peu importe d'ailleurs que ça ait été sous Chirac, que ce soit sous Sarkozy, que ce soit sous Hollande, on voit très bien, et c'est pas juste la théorie du genre, on a toute une idéologie qui est véhiculée, qui fait que l'éducation nationale, et je n'aime pas ce mot d'ailleurs, je préférais quand on disait le ministère de l'instruction, ne fait plus son rôle. Alors évidemment, si c'est instruire nos jeunes têtes blondes de toute l'idéologie du genre pour leur apprendre à manier un clitoris dès 4-5moi 5 ans, peut-être que je vais choisir l'école coranique finalement, vous voyez. Raté le programme du collège. Voilà, moi c'est fondamentalement, je pense que c'est ça le gros problème, c'est le blocage à 4-5 ans. C'est l'idéologisation pour le coup des écoles. J'ai bien compris. Philippe Randa, vous avez eu la gentillesse de nous rejoindre. Vous dirigez le site Euroliberté qui connaît un beau succès, je vous en félicite. Merci. Et votre point de vue sur cette notion-là, vous qui avez des enfants encore en âge de scolarité, oui, ce sera la même chose pour Caroline. Voilà. Et je pense que déjà, il y a une chose qu'on a... Oui. Il y a déjà une chose qu'on a évité, qu'on a oublié de dire sur ce plateau, c'est qu'il y a des enfants pour qui la scolarité ne pose pas de problème, font en ligne droite. J'ai connu ça, moi très médiocrement, mais en ligne droite. Sur 30 ans. Voilà, sur 30 ans. Non, je suis resté dans les clous.
Un fils aîné qui a eu une scolarité parfaitement dans les clous, sans être forcément très brillant, mais dans les clous. Et puis aussi, lorsqu'on n'est pas dans les clous. Et lorsqu'on n'est pas dans les clous, on sort complètement du système, c'est difficile d'y revenir, on y arrive, on peut. Là, il y a tout un tas d'écoles qui sont faites pour ça. Et heureusement, je tiens à le préciser qu'il y a des écoles privées, hors contrat, sous contrat, parce que l'école publique, c'est clair, lorsqu'on sort des clous pour une raison ou une autre, on va directement dans des classes que moi j'appellerais des classes dépotoirs. Le mot est fort peut-être, mais c'est exactement ça. Et donc, s'il y a autant de succès pour les écoles privées, il faut quand même le dire, c'est que l'éducation publique, lorsque ça se passe bien, il n'y a pas de problème, il y a de très bonnes écoles publiques, mon fils aîné était dans une école publique, ça s'est très bien passé, mais dès qu'on sort un peu des clous, l'école publique est une catastrophe, on a besoin des écoles privées. Et ça, cette réalité, elle est à la fois grave pour les enfants, mais elle est aussi grave pour le pays, parce que si vous regardez par exemple les statistiques américaines, eh bien la plupart des gens qui ont été capables de créer des grosses entreprises extrêmement brillantes, étaient des gens qui étaient complètement en dehors des clous. C'était des gens qui étaient soit dans les écoles indépendantes, soit élevés à la maison. Ils étaient capables de penser, comme on dit, out of the box. Et donc, tout le problème français, je suis bien placée pour le savoir, c'est qu'on assimile l'intelligence et la capacité de bien respecter les règles du jeu d'une institution donnée et même d'un type de programme et d'examen donné. D'où l'intérêt de multiplier les cadres, les structures, les certifications, les programmes, pour arriver à faire fleurir tous ces talents qui sinon se retrouvent en situation d'échec absolu. Vous avez quand même 40% d'enfants en échec à la fin du CM2, c'est quand même pas possible. Vous imaginez un pays qui conduit à l'échec 40% d'une classe d'âge? Mais c'est ça qui est effectivement très frappant. C'est que pardon, Philippe. Oui, pardon, Philippe. Juste terminer pour revenir sur cette scolarité jusqu'à 18 ans. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est qu'un effet d'annonce électorale qui ne sera suivi d'aucune suite. Là, une fois de plus, la politique du quinquennat Hollande, c'est de lancer un débat de société qui va interpeller, en tout cas pour quelques temps, pour quelques jours, les faits, mais qui ne sera jamais mis en application, c'est clair. Moi, je veux bien tout entendre. Caroline Parmentier, vous avez des enfants, l'idée de les instruire à l'école, je vous fais un cadeau, de les instruire à l'école, eh ben, vous allez essayer que ça soit le plus tard possible. Je veux dire, si ils font une école d'ingénieur, une école de commerce, etc., vous les avez jusqu'à 28 ans en scolarité. Alors, je ne suis pas du tout, Pierre Gentillet est toujours en scolarité. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que cette instruction obligatoire, justement, alors que l'illettrisme est passé de 7 à 11% dans cette école obligatoire-là, si vous voulez, alors que les manuels scolaires rééduquent à l'envers, alors qu'on a la semaine de l'antiracisme et de l'esclavage, et que pendant ce temps, les enseignements disciplinaires comme les maths, l'histoire géo et le français ont massivement diminué, par exemple. Ce système, justement, empêche, je trouve, et ne favorise pas du tout l'alternance. Vous avez une vision qui est une vision parcellaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'école publique qui sont très bien. À 15 ou 17 ans, je suis d'accord. Je pense, mes 3 enfants sont dans l'école publique. Je pense qu'il y a encore de bons professeurs, de bons livres, qui aiment ce qu'ils font. Je l'ai d'ailleurs dit ici. Des bons professeurs de français. Mais je trouve très dommage, justement, que ce système de l'instruction obligatoire, qui est une espèce de machine à frustration, quand même, entre le collège unique, la voie générale, qui est un espèce de fourre-tout, qui se moque totalement, finalement, des individualités. C'est le mammouth étatique qui écrase tout le monde et qui donne à tout le monde la même réponse, en fait. Je regrette qu'on ne favorise pas l'alternance, l'apprentissage. Il y a des tas de choses actuellement que le système refuse. Et c'est une grosse erreur, ne favorise pas. Et voilà, résultat, on trouve beaucoup d'enfants, en effet, en déshérence et qui se trouvent... Mais vous ne répondez pas à ma question. Quand les enfants, à 3 ans, les parents ne cherchent qu'une chose, c'est à les mettre non plus. On fait des petites maternelles. On fait des petites classes, vous savez, de façon à ce soit 2 ans, 2 ans et demi à l'école. C'est la réalité dans le corps contrat, c'est le cas aussi. Quand 90% des femmes travaillent, effectivement... Eh bien alors, ne dites pas que c'est pas bien que ce soit 3 ans. C'est des questions purement financières. En réalité, la crèche est hors de prix. L'école maternelle est gratuite. C'est tout bête. Eh bien d'accord, mais alors ne dites pas que c'est bien que ce ne soit pas à 3 ans. Et Martial, c'est typiquement socialiste de vouloir soustraire les enfants à 3 ans à la place de 6 ans, les soustraire à l'éducation de leurs parents pour les mettre justement dans la machine déjà de l'école républicaine avec toute la propagande idéologique à l'âge où ils sont particulièrement malléables justement. Voilà, ça c'est particulièrement pervers. Comme dit très justement Anne Coffinier, il vaudrait mieux favoriser des crèches à ce moment-là quand les mères sont obligées de travailler. Au moins qu'elles aient le choix. Alors là on va remonter très loin.
point pour que les mères puissent avoir le choix. Je n'ai pas ma réponse, Charlotte Dornelas ou Stéphanie Bignon, je n'ai pas ma réponse. J'ai pas ma réponse. 18 ans, on ne fait en sorte que les enfants soient jusqu'à 20 ans, 25 ans, fassent des études. Quand ils sortent d'une école d'ingénieur ou d'école de commerce, ils ont 27 ans. Et vous me dites qu'à 18 ans, c'est pas possible. C'est le père qui parle aussi, oui, et qui paie. Je reprends des Tanguy à la maison, mais c'est l'argument autour des 3 ans. Non, je ne fais pas de Tanguy à la maison. J'ai des élèves qui font des enfants d'ailleurs aussi, qui sont des bons élèves et qui bossent. Mais quel est le rapport, Tanguy, entre le fait d'avoir des élèves qui font des études supérieures, ce qui est bien tout à fait normal. Mais c'est vers ça qu'on les pousse, on les pousse que vers ça. Je ne les ai pas poussés à aller faire un truc, mais en quoi un vous avez besoin que apprentissage. l'école soit obligatoire pour ça? Vous avez besoin que ça soit marqué obligatoire pour le faire? Je pense que tout le monde peut arriver à 18 ans et que la chance que je donne, que j'ai les moyens de donner à mes enfants, soit donnée à d'autres. Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est pas à moi de faire le débat, c'est à vous de le faire. Si vous voulez faire boulanger à 14 ans, alors pourquoi il va falloir? Justement, vous alors qu'on en manque comme pas possible, il n'y a plus que des boulangeries halal maintenant. De devenir boulanger à 14 ans. Il fallait que vous passiez l'islam quelque part. Alors, Stéphanie Bignon, je donne la parole. Je me fais encore discuter en disant que je parle tout le temps. Très bien. Non, pour la branche haute, c'est-à-dire pour les 18 ans, je rejoins complètement Caroline Parmentier. Qu'est-ce que c'est que ce système sans apprentissage? Comme si les métiers manuels étaient une honte, comme si l'intelligence de la main était une honte. C'est odieux. Alors qu'on en a tellement besoin. Et donc, effectivement, monter encore le plafond de l'enseignement académique à 18, c'est encore une fois nous priver de couvreurs, de charpentiers, de boulangers, etc. C'est absolument révoltant. Mais par contre, pour la tranche des 3 ans, là, je me pose franchement une question, parce que par rapport à ce que vous dites, Martial, comment se fait-il, alors que la plupart des enfants vont à l'école vers 3 ans, quel est le but de Najat Vallaud-Belkacem? Là, pour le coup, je me pose vraiment la question. Et j'en parlais avec une mère de famille qui a 8 enfants et qui a gardé tous ses enfants jusqu'à 4-5 ans à la maison. Puisque l'âge obligatoire aujourd'hui est 6 ans. Une famille atypique. Voilà. Mais cette personne me disait, mais quel est le message derrière? Quelle est la volonté politique derrière? Est-ce que ce ne serait pas ces familles qui sont atypiques et qui sont souvent très catholiques et qui gardent leurs enfants? Est-ce que c'est pas un petit peu pour aller les chercher? Est-ce que c'est pas... Et alors là, ce serait presque une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on leur fait encore peur, vous voyez? Et qu'il faut aller chercher les derniers bastions, aller les chercher comme on va chercher un escargot au fond de sa coquille pour annuler ce qui reste encore de résistance, pour encore une fois éteindre la flamme, vous voyez? C'est un procès d'intention. Oui, c'est un procès d'intention. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est plutôt qu'il part du principe que les études notamment faites par Bentolila, que pour les enfants issus de l'immigration, la maîtrise de la langue et du nombre de mots maîtrisés est très important pour faire des études. Il part du principe que si vous scolarisez pas l'enfant, si vous ne le mettez pas dans un système où il pourra apprendre des mots, parler français, etc., si vous le laissez dans votre famille, par exemple, où ils vont parler arabe ou turc, en réalité, ils se condamnent déjà par rapport au succès des études. Donc, je crois que c'est quand même ça qui dicte leur idée, mais au lieu de dire les choses simplement en disant, je ne sais pas, quand on ne maîtrise pas la langue en famille ou qu'on ne l'utilise pas, on recommanderait vivement, voire on rend obligatoire, j'en sais rien, il impose comme toujours à tout le monde. C'est toujours la même idée. Oui. C'est tout le monde. Mais en fait, ils veulent traiter un problème. Il faut conclure. Charlotte Dornelas, je vous laisse la parole, je ne dis rien. C'est un prétexte pour aller chercher la véritable résistance dans ce pays qui est catholique. Il y a effectivement... Vous venez toujours avec vos supporters, c'est toujours le dernier mot, j'ai remarqué. Bien joué. Alors. Non, mais il y a effectivement dans la justification de cette mesure, cette question de la langue française qui n'est pas comprise. Cela dit, ils reconnaissent par ce biais-là, même avec beaucoup de prudence, etc., qu'il y a des enfants qui, en fait, ont plus besoin de travailler, puisqu'il y a des petits Français qui parlent français chez eux, à la maison, et où tout va bien. Mais dans ces cas-là, il faut peut-être remettre aussi en cause toute la, comment dire, la modification de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire on va rendre obligatoire l'école pour tout le monde parce qu'il faut que l'apprentissage du français... notamment, se fasse le plus tôt possible, et par ailleurs, à 6 ans, imposer dans les classes de lire des contes africains, parce que l'enfant... Quoi, c'est joli? C'est pas la question. C'est joli, mais justement, mais ça, c'est bien une réaction de petit blanc, ça. Ah bon, c'est joli. Non, mais moi, c'est ma fête ce soir, j'ai bien fait de venir, t'es totalitaire, socialiste, non, mais petit blanc. Le petit blanc, ça me gêne pas. Je vais dire pourquoi. Ma fille, à 6 ans, a eu « Fais ton propre tam-tam ». Exemple. Non mais pour les oreilles, ça va bien après. Parce qu'à 6 ans, la fille de Caroline Parmentier, qui chez elle parle un français correct, a des parents qui ont des éducateurs plus que corrects, pardon, qui pendant le dîner parle de choses et d'autres, a une culture française qui naturellement lui est transmise. Elle arrive à 6 ans, on lui lit un conte africain, effectivement c'est joli. Mais le petit africain,
On nous rabâche toute la journée qu'à 18 ans, vous comprenez, tout le monde est tellement raciste qu'il n'a pas de boulot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé chez lui, on parle, j'en sais rien, Wolof. Il arrive à l'école, déjà la moitié des enfants, enfin je ne sais pas quels sont les pourcentages, mais un bon nombre d'enfants n'arrivent pas à lire en 6e. Alors lui, vous pensez bien qu'en CP, c'est même pas la peine d'y penser. Il rentre chez lui, on l'encourage pas à ça, et en plus à 6 ans, on lui lit des contes africains comme de chez lui. Mais comment voulez-vous qu'il devienne un jour, qu'il s'intègre et même qu'il s'assimile à ce pays? C'est impossible. Et là où c'est loin du sujet. Non mais on s'éloigne du sujet, mais en fait c'était. Non mais on s'éloigne du sujet, mais je rebondissais sur cette question de pourquoi, la légitimité de les faire venir à 3 ans. Donc, effectivement, plutôt que de dire il faut faire venir tous les enfants à 3 ans parce qu'il faut rattraper ces inégalités, je sais pas quoi, il faut dire qu'il y a certains enfants qui doivent plus travailler que d'autres. Mais c'est vrai pour les enfants d'immigration, mais c'est vrai aussi pour d'autres. On voit bien dans des enfants, dans une famille, dans ma propre famille, oui, il y a des enfants qui marchent mieux que d'autres naturellement, sans bosser ou en bossant. Il y en a qui aiment travailler, il y en a qui aiment moins. Donc il y a des enfants qui ont besoin de plus travailler que d'autres. C'est tout en fait. Il n'y a pas besoin d'aller leur dire maintenant tu vas rester là, c'est obligatoire ou je ne sais quoi. Et après il y a les parents qui rentrent en compte, et c'est la remarque d'Anne Coffinier sur vos enfants. Il y a les parents qui rentrent aussi en compte pour encourager et pousser leurs enfants quand ils sentent que c'est bon pour eux. Et il y en a d'autres qui doivent explorer d'autres voies. Et je rappelle quand même que l'école à la base, c'est quand même pas quelque chose qui a été créé pour trouver un métier. C'est quand même fait pour créer des adultes libres. Absolument. Et donc, si un enfant doit trouver sa liberté et devenir adulte en quittant l'instruction plus tôt et en justement trouvant cette liberté-là dans un apprentissage qui lui correspond parfaitement à ce qu'il est, eh ben laissons-le aller. Enfin, voilà, c'est tout. Parfait, merci. C'est vous qui aurez le mot de la fin. Non, c'est Ignace qui aura le mot de la fin. L'école jusqu'à 18 ans, voire plus. Moi, j'ai 20 ans et je n'arrête pas de redoubler parce que je suis trop nul en cours de gender. L'école de la République, vue par Anne Coffinier. Ça, c'est pour vous et c'est cadeau. Et puis, l'école de la République permet l'ouverture aux autres. Et là, il y a un islamiste qui crie « Allah Akbar ». Moi, je vous crie « à tout de suite ». À tout de suite, on se retrouve pour la suite de Bistro Liberté. Et bravo et merci pour ce retour sur le Bistro Liberté. Vous êtes allé sur la rubrique don, vous êtes allé sur la rubrique radio. Alors on me dit, mais il y a tout simplement l'application. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur le site. Ben, si vous avez l'application, ben, vous regardez, d'un côté c'est marqué télé, d'un côté c'est marqué radio, de l'autre côté c'est marqué don. Vous êtes donc à un clic de ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de donner pour TV Liberté et puis de découvrir Radio Liberté de 7h à 9h tous les jours, du lundi au vendredi, la quotidienne, la matinale avec Floriane Janin et Arnaud Menu. Allez, Angela Merkel. C'est Angela Merkel, entre erreur historique, volte-face et mea culpa. Angela Merkel a laissé entrer 1 100 000 clandestins, migrants en Allemagne en 2015. Les estimations gouvernementales annonçaient l'accueil et annoncent encore l'accueil de 2,5 millions de demandeurs d'asile d'ici 2020. Alors cette politique a suscité une très vive réaction de la part des Allemands, qui s'est traduite par exemple par la déroute du parti d'Angela Merkel aux élections locales, que ce soit en Mecklembourg-Poméranie occidentale ou à Berlin pour les 2 derniers cas. La chancelière allemande a donc dû reconnaître son erreur dans la gestion de la crise migratoire et elle s'est lancée depuis peu dans un début de mea culpa pour reconquérir l'opinion. Alors, Angela Merkel a-t-elle un avenir ou pas? C'en est-il fini de la gloire d'Angela Merkel en Allemagne? Je posais la question à Philippe Randa, puisque vous avez de la famille en Allemagne. Oui, depuis des années. D'abord, quand en politique, il y a une chose qui est sûre, c'est que tant qu'on n'est pas mort, on peut toujours exister, on peut toujours renaître. Qu'Angela Merkel soit finie ou pas, bien malin et qui peut le dire. Maintenant, Angela Merkel, elle me fait penser à David Cameron, qui, comme lui, elle a fait un pari brusquement, qu'on ne lui demandait pas. Elle était quand même au fait de sa puissance il y a plus d'1 an, sa puissance politique, et elle a décidé d'accueillir 1 million d'immigrés, en pensant que la pilule allait passer sans problème, parce qu'elle était complètement coupée du pays réel. Comme David Cameron, quand il a proposé, ce que personne ne lui demandait, de faire une élection pour la sortie ou non de l'Angleterre, il était quand même persuadé que les Anglais allaient voter de rester dans l'Angleterre, dans l'Union européenne, pardon. L'un comme l'autre prouve une chose, c'est que tous ces dirigeants aujourd'hui sont coupés de la réalité de leur peuple et de leurs aspirations. Angela Merkel
n'a pas pensé aux conséquences de faire rentrer. Pour elle, c'était parfait, c'était humaniste, on allait avoir des jeunes, de la main-d'œuvre, le monde entier allait applaudir l'Allemagne, et Dieu sait si le passé de l'Allemagne fait que souvent l'Allemagne est ostracisée, donc là, c'est très bien, elle faisait de deux coups... une pierre de coups, voilà, donc il n'y avait pas de problème. Ça m'arrive aussi. Mais elle a juste oublié que les gens n'ont pas réagi comme ça. Elle a juste oublié que ces immigrés n'étaient pas forcément tous des gens pleins de bonne volonté. Il y a eu les viols, je rappelle quand même, il y a eu plus de 600 viols à Cologne, 900. Au Nouvel An. Puis les autres viols dans les autres pays, parce que un site comme Euroliberté sert quand même à ça, c'est de montrer à tous les peuples francophones, mais il y a la même chose en Allemagne, que tous les problèmes des immigrés, c'est pas uniquement en Allemagne ou en France. Les problèmes avec tous ces réfugiés, c'est dans tous les pays du monde. Le groupe de Visegrad, qui veut fermer ses frontières, qui ne veut pas accepter de réfugiés, il y a des répercussions. Donc aujourd'hui, Français comme Allemands découvrent que le problème est dans toute l'Europe. Et c'est ça, une dirigeante comme Angela Merkel ne l'avait absolument pas prévu. C'était pour elle inimaginable. C'est-à-dire qu'ils font une politique sans penser aux réactions des gens. Oui, alors... Oui, Nicolas Gauthier. Puisque vous leviez la main, comme à l'école, j'étais assez peu à l'école, j'ai séché le sujet précédent, pardon. Oui, c'était pour vous faire plaisir. Ce que disait, Philippe, effectivement, vous avez tout à fait raison, mais en revanche, Angela Merkel synthétise à elle-même, même si effectivement, au bout de 2 ou 3 mandats, elle est, comme Thatcher autrefois, elle est sur la pente plutôt descendante. Mais ce qu'elle incarne, c'est la politique migratoire qu'on connaît en France depuis les 30 Glorieuses, et qu'à tort, on met sur le compte de chevelus d'extrême gauche, type notre ami Gardère qui n'est pas là, mais comme il n'est pas là, on peut lui taper dessus. Mais les principaux responsables de cette immigration de masse, effectivement, c'est le grand patronat français, mais aussi le grand patronat allemand, parce que l'Allemagne, sous de 2 mots, d'un mal principal, c'est une démographie qui est vieillissante. Il lui faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et nombre de ces gens qui arrivent, qui risquent leur vie et sur des barcasses, mais quand on risque sa vie en payant 5 000 € sur une barcasse, c'est qu'on n'est pas le dernier des derniers. Donc ce sont des gens qualifiés. Et donc le pari du grand patronat allemand et de Merkel, dont elle est quand même quasiment la porte-parole, et pour ne pas dire la salariée, c'est... On aura des enfants qui vont payer les retraites des vieux Allemands bavarois en chapeau tyrolien, et on aura en plus de la manœuvre des ingénieurs qualifiés et pour quasiment rien. Et on a ça encore aujourd'hui en France, mais là où je vous rejoins, cher Philippe, c'est que ces brillants calculs de technocrates du grand patronat, aujourd'hui on dirait de Pierre Gattaz, ils butent sur le mur des réalités. Effectivement, ce qui s'est passé à Cologne, c'est même pas un choc religieux, c'est un choc des cultures. Des gens qui arrivent de Syrie, d'Érythrée, d'Irak, où ils n'ont pas vu une fille en maillot de bain depuis, mais qui n'était même pas née. Ils arrivent dans un pays où les nets sont mini-jupes. Eh bien, le choc est inévitable. Et puis, ce qui est très important dans cette affaire, c'est quand même que ça a été caché, étouffé, volontairement. C'est-à-dire que le gouvernement a demandé à la police d'étouffer l'affaire. Vous avez encore 1000 fois raison, chère Caroline, parce que... Le rapport l'a prouvé, des gens ont sauté à cause de ça. C'était tellement insupportable, l'idée était tellement politiquement incorrect qu'il fallait le cacher. Est-ce que vous voyez ce que représente 1 million de migrants? Est-ce que vous voyez ce que représente 3 millions de migrants en 2020? Est-ce que visuellement, vous voyez ce que c'est? On n'est plus dans le camp des singes. On n'est plus dans le camp des singes. Excusez-moi, chère Caroline, je reviens à l'idée de départ. Effectivement, c'est que derrière une idée parfaitement mercantile, effectivement, importer des esclaves. Avant, les esclaves, on les achetait, maintenant ils payent pour être réduits en esclavage. Mais derrière ça, il faut bien maquiller la saloperie derrière une bonne action. Donc l'Allemagne, qui a un passé, certains à se faire pardonner, je ne sais pas toujours lequel. Oui, c'est toujours ce qu'on dit pour Angela Merkel. Pour la même chose. Hein, et ça permettait effectivement de dire le multiculturalisme, et l'Allemagne se refait une virginité pour pas grand-chose. Et sur le dos, effectivement, des filles qui vont à Cologne boire une bière en terrasse. Il y a eu les viols massifs de Cologne, il y a eu aussi les attentats islamistes, il y a eu le fait que... C'est autre chose, ne mélangez pas tout. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Avec vous mettez l'islam à toutes les sauces. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a présent, il faut bombarder Molenbeek, et puis pourquoi pas l'Arabie Saoudite. Allons-y, vous êtes pire que la Clinton. Je vois que vous n'y étiez pas présent, je vois. Il n'y avait pas de terroriste. Il faut raser Molenbeek et le bombarder, je l'ai lu
Présent, je fais comme Gardère. C'est Zemmour qui dit ça. Il y avait... Vous connaissez Présent? Donc les là, 2 minutes. Il n'y avait pas de terroristes islamistes peut-être parmi les migrants? Il n'y en avait pas? Bah, sûrement. Voilà. Bah, Ils sont pas mais c'est pas entrés sûrement, par- c'est voilà, ils sûr. sont pas entrés. Bien sûr, Voilà. bien C'est sûr. sûr, voilà. Au Bataclan, Juste, c'est il y en a sûr. 3. Oui, mais c'est vous qui vouliez raser Molenbeek, les bombarder. Bon, moi, mais je ne- allons-y. Oui, Bombardons. Zemmour. Et Zemmour. voulait faire Et ça. Zemmour. Et Zemmour. Ouais. Directeur de présent, comme chacun sait. Non mais Zemmour comme référence, merci pas en ce moment, parce que là, il est parti un peu dans l'hyperespace. Là. Non, moi j'aime bien Zemmour Zemmour. à la mode, J'aime bien Zemmour Zemmour. à la Moi mode. je ne crois pas du tout à la volte-face d'Angela Merkel, pas du tout. Je pense qu'elle a tellement saoulé les Allemands avec ses formules toutes faites. Elle est pragmatique. Le vivre Laissez parler ensemble, Caroline, 2 secondes. le vivre Non, ensemble, pourquoi on je va laisse y parler arriver, Caroline on va y arriver, c'est tellement bien, c'est tellement merveilleux. Je n'y crois pas du tout, c'est purement électoraliste et de circonstances. Bien sûr qu'elle va continuer sa politique parce qu'elle est faite comme ça, on l'a dit butée, on l'a dit même autiste dans sa façon de diriger l'Allemagne. Elle va continuer sa politique. Oui. Caroline Parmentier, lundi Parce que c'est 19 son septembre, idéologie. Lundi 19 septembre, je vous le fais en français. Oui. Dieu sait à quel point nous n'avons pas pris les bonnes décisions Bien cette sûr. année. Si je pouvais, je remonterais Oui. le temps. Sauf que on ne peut jamais remonter le temps. Elle nous prend pour des gros naïfs. Elle a fait ça parce que c'est son idéologie. Elle est calviniste, marxiste-léniniste, comme dans l'Allemagne. Bien sûr que elle si. n'est pas Bien sûr que marxiste. si. Alors là, donc, Ça veut dire, Caroline, moi, arrêtez. Ça veut dire, moi, je suis bien totalitaire. Donc, Voilà, je voilà. Protestante, oui, fille d'un pasteur. Elle croit dur comme fer, comme le pape François d'ailleurs. Mais non. Allez, Ça n'a allez. rien à voir Ah avec le non, le marxisme. pape Oui, François, il est marxiste-léniniste, il est déjà jésuite. Ça fait déjà beaucoup. Restons sur Angela Merkel. Elle Restons croit- sur le marxisme-léninisme. Elle Pourquoi est-ce qu'il est croit dur comme marxiste-léniniste fer à Oui. une Allemagne multiculturelle, Mais non. multi-ethnique. C'est pas du fait, marxisme. c'est fait pour la faire boucler rentrer deux des secondes immigrés. que je termine. C'est fait pour faire rentrer des esclaves. Ah oui, Elle non, s'en non, non, fout. pas du tout. Attends. Pas du tout. Elle a une Elle est idéologie pragmatique. et elle croit à une terre d'asile, bien Mais sûr, non, bien elle sûr croit que pas. si, bien sûr que si. Elle Bien y sûr croyait que tant que si. ça marchait, maintenant que ça marche plus, elle n'y croit plus. C'est purement électoraliste. Il y a des élections Donc nous bientôt. sommes d'accord, elle est Ouais. pragmatique. Donc ne mettez pas du marxisme, léninisme, Mais son alors qu'on volte-face, n'a jamais affaire qu'à un gros ton en jupon. et oh, ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Non, 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 non. Non mais ça n'a Non, rien non, à non. voir. Si je puis me permettre, enfin, je ne suis pas particulièrement marxiste-léniniste, mais enfin, Quoique. je pense que c'est exactement. Non mais c'est. Oui, bah méfie-toi, C'est parce exactement- que ça vient vite. C'est apparemment. exactement l'inverse. C'est Allez-y, l'idéologie Antillais, je vous écoute. libérale qui provoque aujourd'hui tout le flux de migrants en Allemagne. Parce que l'Allemagne est... Je finis. Son J'ai écouté- idéologie. Non mais son Ouais. idéologie, laquelle est-elle? Je la Ouais. nomme, c'est l'idéologie libérale. L'Allemagne seulement, a... C'est un Et pays le vieux, pas seulement. d'accord? libéralisme Il est suffit assez d'aller- marxiste. Hein. Non, mais Oui, c'est exactement. un Dans pays- ses fondements. Mais c'est le Exactement. fondement, c'est l'aboutissement. Exactement, Arrêtez ouais. de mettre des mots néo, ce que vous voulez. Néolibéralisme, il Mais non, reste mais toujours le mot philosophiquement- libéralisme. Je comprends, mais attends. Le problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a une population vieillissante. Voilà. Et effectivement, avoir cette manœuvre à bas coût qui vient effectivement pour, Oui, ça a été dit il y a 2 minutes. pour les retraites, Oui. c'est positif. Avançons, et en avançons. plus, mais Il a j'avance, causé laisse-moi sur moi. finir. Mais aussi le fait que, évidemment, pour le patronat, c'est une manière, mais c'est partout pareil, de mettre en concurrence des Allemands qui sont sur place mais qui demandent un peu plus, et puis effectivement des nouveaux arrivants qui eux demandent beaucoup moins. Je veux dire, c'est l'histoire du travail saisonnier en France, dans le Parce sud qu'à de la côté de France, ça ne c'est- pose aucun c'est tout problème. simple. Mais je dis pas le En contrepartie, ça ne pose aucun mais problème. je dis ça, non, je nomme, Stop, Pierre je nomme Gentillet, l'idéologie, une c'est seconde. tout. Elle s'est quand même cassé les dents sur le problème que ça posait. Oui. Caroline, Ah non, si pour vous eux, avez ça dit coûte ça ne beaucoup coûte moins. rien aux Ah, et migrants. pour eux, ça coûte beaucoup moins. Parce que Pour le patronat. l'arrivée des migrants, c'est l'ensemble du coût de l'excédent Oui. pour les finances Ah bah, le publiques peuple de traque l'Allemagne. et le patronat se 20 régale. milliards d'euros. 20 milliards d'euros qui sont consacrés à C'est ça. ça, hein. ça, je suis d'accord. Donc, ça Si n'a pas- ça a un coût. Je suis d'accord. Non, mais je sais, ça a un coût. Mais ce que financier. je dis, c'est que pour le patronat, pour le grand patronat allemand, c'est une bonne chose. En revanche, effectivement, pour le peuple allemand, là, effectivement, c'est une mauvaise chose. Au niveau économique, parce qu'effectivement, c'est eux qui vont payer, mais il y a aussi autre chose. Et là, on va être obligé de parler de l'AfD, c'est ce que je voulais dire. L'AfD, c'est le parti, vous savez, qui a percé, qui est un parti, alors qu'on dit anti-migrant, et depuis 6 mois d'extrême droite, parce qu'il perce, c'est normal. Et aussi parce il faut le dire, qu'il avait surtout un discours centré sur l'euro, qui est un discours très économique, et qui aujourd'hui a pris un discours un peu identitaire, et là il est passé de 5 à 15-20%. Ouais. Et ça m'amène à dire que il y a plusieurs bouleversements qui traversent aujourd'hui le continent européen. Et parmi ces bouleversements, on a des bouleversements économiques. On voit une choc entre le modèle libéral, bon, aussi le capitalisme de connivence que vous voulez. On a un bouleversement géopolitique. On le voit, l'Europe est en train de se faire déchirer par les États-Unis, par les conflits en Ukraine, etc. Et il y a aussi un bouleversement démographique. Et ça, c'est le grand bouleversement du XXIe siècle. Parce qu'on va arriver à la fin du XXIe siècle avec un continent africain qui... Enfin, il suffit de regarder les chiffres des années 60-70. Le continent africain, je ne sais pas, a multiplié son... Enfin, par... j'ai pas les chiffres, je vais peut-être dire bêtises, par 4, par 5, sa population.
Imaginez ce que ce sera à la fin du XXe siècle. Ouais, j'imagine très bien, ça fait 30 ans que j'imagine, mon pauvre Gentillet. Je termine par la Martial. Imaginez, à la fin du XXIe siècle, c'est pas seulement la population du continent africain qui explose et d'autres continents, bien mais sûr, en particulier celui-là, c'est surtout le fait qu'on va laisser ces gens venir et du coup, cette idéologie libérale qui, elle, va nous tuer et va nous tuer en tant que peuple européen. Parce que pour le coup, quand on aura un tel bouleversement démographique, on parle de réveil identitaire, ce que vous voulez, mais comme par hasard, les seuls partis politiques, l'AFD, quand elle a changé elle est partie d'une ligne, effectivement, je disais plutôt euro du pot-aignonesque. Elle est allée vers une ligne plutôt identitaire. Je vous suis plus, là, je vous ai perdu. Elle est partie sur un discours type Dupont-Aignan. Elle est partie sur un discours exclusivement souverainiste anti-euro. Et elle a décidé en 2 ans, je fais le Gardère un peu, parce qu'effectivement Merkel, il y avait un espace qui s'est libéré, de parler des migrants. Et bien le résultat, ça a été multiplié par 3 les scores. Ensuite, et je veux vraiment terminer par là, il ne faut pas uniquement avoir exclusivement ce discours sur le bouleversement démographique du XXIe siècle. Il faut articuler, et c'est pour ça que je critique l'idéologie libérale dans son ensemble, parce que le bouleversement démographique, c'est le fruit de l'idéologie libérale. Donc il faut arriver effectivement à combattre, je dirais, cette idéologie libérale. Bon, je sais que je parle beaucoup ici à chaque fois que j'en parle, mais je pense que c'est aussi une des sources essentielles pour tout comprendre. Et ce qui en découle, c'est-à-dire le bouleversement démographique qui est, je le dis pour conclure, un des grands bouleversements du XXIe siècle. D'accord, j'ai entendu tout ça et il nous reste à Charlotte. Charlotte. Moi, je n'ai pas 30 secondes pour conclure. Non, vous n'avez pas 30 secondes, vous avez juste à répondre à ma question. Après avoir dit tout cela, après 11 ans de pouvoir, est-ce qu'Angela Merkel a un avenir politique? Le dernier sondage, 45% des Allemands font confiance à la chancelière pour un 4e mandat. 45%, je vous rapproche de François Hollande pour l'instant. Elle a encore la confiance des Allemands. 45 pour un Allemand, c'est pas une bonne date. Hein. Ça aurait pu être 33. Hein. Non, mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord, effectivement, la déclaration d'Angela Merkel que vous avez lue. C'est aussi peut-être, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est personnellement, mais je ne peux pas imaginer une demi-seconde qu'une femme à la tête d'un pays avec 900 femmes violées n'est quand même pas quelque chose qui frétille, quoi. Il reste quand même une femme derrière Angela Merkel. Ça reste à prouver. Il faut l'espérer. Il y a ça d'une part. Ensuite, je pense que ce retournement, en revanche, politique sur effectivement le mea culpa politique, il y a d'abord cette phrase, c'est celle, ça pourrait, en tout cas dans les mots et dans le choix des mots, être celle juste d'une femme. Ensuite, il y a effectivement le retournement de la femme politique, qui est celui qu'on a connu maintes et maintes fois parmi même notre classe politique. Il y a 2 choses. Je pense je sais pas, moi, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on donne énormément de pouvoir aux chefs politiques des différents pays européens aujourd'hui qui n'en ont plus. Il n'y a qu'à voir sur cette question de l'immigration, il n'y a qu'à lire le livre de Maxime Tandonnet, qui était le monsieur immigration de Nicolas Sarkozy, et qui a quand même expliqué que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, on lui reproche quoi? On lui dit oui, vous avez promis le Karcher, vous avez promis la baisse de l'immigration, vous n'avez rien fait. Ce monsieur Maxime Tandonnet a écrit un livre dans lequel il explique qu'il y a des choses qui ont essayé d'être faites et qu'il était impossible de faire. Pourquoi? En raison des traités qui avaient été signés, en raison de l'appartenance à l'Union européenne sur ces questions migratoires, etc. Donc aujourd'hui, on a à peu près le même phénomène avec Nicolas Sarkozy, qui revient, qui a des paroles notamment très récemment en disant « Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas garder en France 29% d'une population qui préfère la charia à la République. » Bon, c'est... Évidemment électoraliste. C'est électoraliste peut-être, mais c'est là pour le coup l'homme politique Nicolas Sarkozy qui revient dans le jeu. Sauf que quand ces mêmes hommes politiques, non mais par contre si on peut pas parler, c'est insupportable quoi, franchement. Mais et si, Nicolas revient. Pour Angela Merkel, c'est la même chose. Là, c'est la femme politique qui comprend bien qu'elle a été mise en difficulté par une décision qui ne lui appartenait pas sur la question des migrants. Bien sûr qu'après, ce sont des idéologues et qui ont adopté cette idéologie par calcul, par hasard, par ambition. Il n'empêche que effectivement cette idéologie, ils l'ont adoptée parce qu'en fait, ils se fracassaient pas sur le réel jusqu'à présent. Là, il se trouve que pour poursuivre sa carrière politique, elle est obligée de faire un mea culpa. Donc elle le fait de la même manière que Nicolas Sarkozy le fait, mais quand ces gens-là arrivent au pouvoir, ce ne sont plus eux qui décident sur ces questions-là précisément. Donc je pense qu'en fait, la question d'Angela Merkel, c'est juste qu'elle
elle imagine son avenir politique et qu'elle est bien obligée de répondre au peuple allemand sur cette question, de la même manière que Nicolas Sarkozy fait une campagne, en tout cas interne, aux Républicains, très à droite et même la plus à droite du paysage politique aujourd'hui, et que demain, quand il sera au pouvoir, il sera empêché pour les mêmes raisons que tout ce qui a été décrit jusqu'à maintenant. Ach so, das ist sehr schwer. Merkel a fait venir 1,1 million de chances pour l'Allemagne en 2015. Ça n'a pas porté bonheur. Baisse de sa popularité. Merkel, depuis l'invasion migratoire, je me suis fait discrète. Et puis, après l'invasion migratoire, je ne sais pas si je peux encore réciter mon credo ou carrément me convertir à l'islam pour être réélu. Eh bien, l'avenir nous le dira. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernier thème. Allez, dernier moment de ce Bistrot Liberté avec notre affinée Anne Coffinier. Vous savez que nous sommes à un clic de vous. À un clic de vous pour le don, à un clic de vous pour Radio Liberté. Maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'il suffit d'aller sur le site tvliberté.com et que, notamment pour la radio, de 7h à 9h, tous les jours, vous retrouvez l'information, la réinformation, la vraie contre-propagande. Et le matin, sous sa douche, écoutez Arnaud Menu et Floriane Janin, Pierre Bergerot, Élise Blaise et Martial Bild quelquefois. C'est vraiment sympa, même en dessous la douche ou ailleurs, hein, ou ailleurs. Allez, on revient à notre dernier thème, c'est le débat entre Donald Trump et Hillary Clinton, and the winner is, et le gagnant est, pour nous, pour vous, le gagnant du débat entre les deux candidats de la présidentielle est, vous allez répondre chacun à votre tour à cette question, et puis vous allez pouvoir me dire aussi si ce débat, vous considérez qu'il a une influence durablement sur le vote des électeurs en novembre prochain, tout en sachant d'ailleurs que les électeurs, pour quelquefois, ont commencé à voter dès maintenant, hein, par correspondance. Je crois que ça a déjà démarré. Anne Coffinier, on ne vous a pas entendu tout à l'heure sur Angela Merkel, vous êtes diplomate, vous avez été diplomate, alors là vous regardez les États-Unis, vous regardez ce débat en connaissance de cause. Écoutez, moi je ferais comme Georges Marchais. Je dirais vous posez une excellente question et je répondrai à une autre. Eh bien, alors répondez ce que vous voulez. Sur Angela Merkel, peut-être Peut-être, pourquoi pas, non. Non, mais sérieusement, je préfère parler de ce que je connais, parce que malheureusement, je suis comme tout le monde sur Trump et sur Clinton. J'en sais rien, je ne sais pas qui va gagner, ni pourquoi il gagnera d'ailleurs, parce que je ne connais pas fondamentalement les règles du jeu américain. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi les lignes sur les questions que je connais, sur les questions d'éducation, sont différentes aux États-Unis et en quoi elles peuvent nous intéresser, nous, en France. Vous prenez un Barack Obama, il est pour le chèque éducation, qu'on appelle le voucher. Il est pour le libre choix. Il est pour les charter schools, qui sont des écoles publiques, mais complètement libres dans la gestion. Imaginez en France, un homme politique de gauche, qui soit d'accord pour tout ça. Vous prenez maintenant Hillary Clinton, elle a assumé à peu près la totalité de l'héritage de Barack Obama, sauf que, entre-temps, elle a décidé d'être plus réservée à l'égard du voucher, donc du chèque éducation. Et si vous comparez à Donald Trump, lui, il est dans la tradition, c'est des sujets d'ailleurs relativement consensuels finalement, il est pour les charter schools, il est pour le voucher, il est d'une manière générale pour le libre choix, mais vous voyez finalement que ce sont des sujets qui les opposent pas tant que ça. Ce qui oppose, c'est ce qu'on appelle le Common Core. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France, dans le jargon de l'éducation nationale, le socle commun de connaissances. Ah, les marques. Ah ben, j'y peux rien, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Et d'ailleurs, comme elle a le sens de la périphrase, elle dit le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est plus joli. C'est joli comme ça. Donc, toujours est-il que... comme ça, c'est plus sympa. Alors, aux États-Unis, c'est le Common Core. Et voyez, Hillary Clinton est pour un Common Core assez directif, dirigé, pensé, on peut dire d'une certaine manière, de manière un peu générale au niveau des États-Unis. Et si vous prenez Donald Trump, il est dans une perspective beaucoup plus libérale, à laisser un maximum de champ aux acteurs locaux, aux écoles, pour définir ce qu'ils appellent leur curriculum, donc leur programme, leur progression, etc. Donc voilà les différences que je vois. Mais fondamentalement, c'est quand même intéressant de voir que dans beaucoup de grandes démocraties, c'est d'ailleurs le cas en Grande-Bretagne, la question de la liberté scolaire a été parfaitement intégrée par le corps politique du pays et elle n'est plus une source réelle de division majeure. Si vous prenez les États-Unis, il y a quand même 3 grandes innovations qui marchent très bien et qu'on pourrait importer en France. Il y a bien sûr le chèque éducation, le voucher qui est dans 15 États. Il y a le crédit d'impôt qui est un système de défiscalisation des frais de scolarité qui est en place dans 15 États. Et il y a un petit bébé
absolument génial qui est très peu connu, qui s'appelle Education Saving Accounts, qui est une espèce de compte épargne que l'État ouvre pour chaque enfant. Donc il ouvre en fait un compte bancaire sur lequel il met une somme d'argent dont la famille va pouvoir user librement pour financer toute forme de dépenses éducatives. Donc elle peut financer bien sûr une école privée, mais elle peut financer un séjour linguistique, des cours de soutien, des manuels scolaires, des séances de QI ou ce qu'on veut. Et donc il rend le pouvoir, ce principe rend le pouvoir aux familles pour faire leur choix. Et il faut savoir que c'est la solution aux États-Unis qui s'envole, parce qu'en l'espace de très peu de temps, il y a déjà 27 États qui se servent de ce dispositif et déjà 400 000 élèves. Donc vous voyez, voilà des dispositifs très intéressants qui renouvellent complètement les débats habituels, qui renouvellent complètement la question de la justice sociale à l'école. Parce que bon, le gouvernement en France nous dit oui, il faut réduire les inégalités, la justice c'est fantastique, c'est important, c'est la chose à faire par l'école. Moi je veux bien. Mais l'outil le plus puissant au monde pour réduire les inégalités sociales à l'école, c'est de donner aux familles les moyens financiers de faire un choix d'école. Merci. Merci d'avoir répondu si efficacement à la question que je ne vous posais pas. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à la question que j'avais posée? Sinon, on rentre. Hein. Non, mais on n'a pas vu en entier parce que on a eu quelques comptes rendus du débat entre. C'était quand même à 3h du matin. C'est ce que j'allais dire, il est à 3h du matin. Pas pour dire, mais... C'est alors bon, après, de boîte. C'est quand même un match de boxe. Non, je travaille. Semble-t-il, Hillary a gagné la première, après il y aura revanche, après il y aura Bell. Et puis on verra qui gagnera. Non, ce qui est le plus intéressant, on a déjà souvent débattu ici de la personnalité flamboyante de Donald Trump. Bon, celle d'Hillary Clinton, elle est à peu près aussi charismatique qu'Angela Merkel. On dirait un peu une infirmière qui battrait ses malades en fin de vie, quoi. Donc je ne fais pas super confiance. Une infirmière qui battrait ses malades en fin de vie. C'est une jolie formule. Hein. Oui, je ne voyais pas comme ça, mais c'est... En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le programme de Donald Trump que peu de gens de journalistes ont été voir. Et c'est un programme qui s'inscrit dans la droite ligne du New Deal rooseveltien. C'est-à-dire, c'est protectionnisme, donc fin de la globalisation du libre-échangisme. C'est fin de l'interventionnisme à tout craint parce que Hillary Clinton voit des démocraties partout. Elle veut raser la Russie. On a comme savoir qu'au Pentagone, ils sont quasiment... Alors là, Molenbeek, c'est mignon, mais là, c'est Moscou qui veut le raser. Et surtout, il veut taxer lourdement les traders, taxer encore plus lourdement Wall Street et revenir à la loi qui prévalait jusqu'aux années Clinton, où les banques d'investissement n'étaient pas le dépôt. C'est-à-dire empêcher les banques d'investissement de jouer au casino financier avec les sous-sous des braves Américains. Et vous parliez d'écoles aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'ils ont toujours eu un problème avec l'école publique là-bas. Mais le vrai problème des étudiants américains, c'est effectivement qu'on crée des endettés à vie. Le mec rentre à l'université ou la fille, il est endetté, bon, à 60 ans, avec un peu de chance, il a trouvé un boulot, il peut rembourser, quoi. Donc Trump dit, voilà, tout ça doit être pris en charge par l'État. Donc le vrai programme de la gauche, la belle gauche radicale des 30, c'est Donald Trump. Alors que la gauche, Hillary Clinton, c'est la gauche... oui, des minorités sympas, les LGBT, les mecs qui font du roller, les surfeurs, les chasseurs de Pokémon Go, enfin, tous les trucs ultra cool, quoi. Ou les chasseurs de Pokémon Go LGBT. Alors voilà, c'est l'électeur. Quand t'arrives à serrer un Pikachu derrière un bosquet, là, alors stop, on continue, parce que donc, c'est moi qui vous ai lancé. C'est peut-être pour ça que Trump peut gagner, parce qu'il y a un vrai programme de gauche, mais de la vraie tradition de la gauche américaine, dans le plus noble de son sens. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir aussi? Pierre Gentil. Oui, je viens. Je pense que, juste pour répondre, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gauche et de droite aux États-Unis. Enfin, on ne peut pas comparer le Parti démocrate au Parti socialiste français, on ne peut pas comparer le Parti républicain aux républicains, justement. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a appelé à voter pour Hillary Clinton. Enfin, il a dit s'il devait voter, je voterai pour Hillary Clinton. On en revient parce que je le connais. Parce qu'en fait, la vraie ligne de force, c'est pas gauche-droite. On s'en fout un peu de gauche-droite. La vraie ligne de force, et là pour le coup c'est ce qui nous intéresse, c'est les choix en matière de politique étrangère. Je reviens toujours là-dessus. Mais Nicolas Sarkozy est un néoconservateur.
Hillary Clinton est soutenue par tous les néoconservateurs et est une néoconservatrice. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le néoconservatisme, grosso modo, c'est tout ce qu'a fait George... Enfin, ça existait avant George W. Bush, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le chaos en Irak, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Américains déstabilisent l'Ukraine, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toute une partie du Moyen-Orient qui peut s'embraser, qu'on a Daesh et qu'on a des rebelles dits modérés qui décapitent à tour de bras. Bref, cette idéologie-là, qui est l'idéologie des droits de l'homme, l'idéologie de cette Pax Americana et plus encore, elle est portée par Hillary Clinton. Moi, ce qui m'intéresse en tant que Français, je ne vais pas me mettre à la place des Américains pour choisir voilà, qui veulent comme président. Mais c'est vrai que la chose qui fait que je préfère un Donald Trump, sans même regarder ce qu'il décide en termes de politique intérieure, c'est ses choix en matière de politique étrangère. Et en matière de politique étrangère, écoutez, il dit qu'il veut quand même discuter avec Poutine, il reconnaît les erreurs en Ukraine, il est prêt à reconnaître la Crimée comme russe, ce qui est quand même, quand on connaît un peu le panorama américain, c'est assez surréaliste. Et voilà, pareil pour la Syrie, il a très bonne position. Ensuite, et c'est ça ce que je voudrais quand même apporter comme élément, c'est qu'il y a des gens, et ça je l'ai vu, qui doutent de Donald Trump parce qu'ils se disent, après tout, peut-être que Donald Trump, c'est un néoconservateur caché, et qui va nous faire la même chose que W. Bush. Je ne sais pas si vous vous rappelez, George W. Bush est élu quand même, je ne sais plus si c'est en 2000 ou en 2001, il est élu sur un programme isolationniste. Donc on peut penser qu'il est... Et après, il y a le 11 septembre 2001. Et après, effectivement, il y a le 11 septembre 2001. Et la révolution copernicienne. Il a été très... Voilà, après, il s'est très bien sorti. Mais Bush qui a plus de commandes. Exactement. Donc il faut peut-être voir qu'il y a quelque chose derrière. Alors, moi, je termine en répondant juste par ça. Je pense que le meilleur gage qui fait que, pour ceux qui ne sont pas des néoconservateurs, qui veulent la multipolarité du monde, qui veulent que la France retrouve son rôle d'arbitre, d'équilibre entre les deux mondes, c'est de regarder qui sont tous les soutiens en face d'Hillary Clinton. Et on va voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je veux dire, il y a tous les réseaux américains, il y a toute la Rand Corporation qui est derrière, d'accord. Le Hudson Institute en France, comme le think tank américain de néoconservateurs, sont clairement derrière. George Soros, pareil. Je veux dire, comme dirait l'autre, toute la fine équipe, pour le coup, est derrière. Et c'est ce qui fait que on doit se dire, après tout, pourquoi pas soutenir Donald Trump. Allez, c'était long, mais c'est compris. C'est compris. Charlotte, je vous donne la parole après. Charlotte, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? The winner. Qui a gagné? Qui a gagné ce débat? Alors, si on regarde purement le débat lui-même, effectivement, Hillary a semblé un peu au-dessus. Alors après, c'est un avis très personnel, qui est partagé par tous les médias français, mais bon, on n'est pas très étonnés, parce qu'ils ont quand même fait campagne pour elle depuis le début. Et après, aux États-Unis, c'est très partagé. J'ai regardé un peu les titres sur les réseaux sociaux, des médias, tous les journaux américains qui ont annoncé faire campagne, parce que là-bas, ils ont au moins l'honnêteté d'annoncer pour qui ils font campagne. Donc tous les journaux qui ont annoncé qu'ils faisaient campagne pour Hillary Clinton ont trouvé qu'elle allait gagner, et tous les autres ont dit que l'arbitre était très mauvais, reconnaissant, c'est vrai quand même, reconnaissant par là qu'Hillary avait quand même surmonter le débat. Mais vous n'avez pas vu, moi j'étais troublé par ça, par l'animateur. Il a favorisé dans ses questions. C'est incroyable quand même. Il a favorisé dans ses questions Hillary Clinton, mais non, moi je ne cherche pas à être neutre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que bon, ça c'est sur sur un débat, effectivement, elle a surmonté. Pourquoi? Parce que je pense aussi qu'il y a une question de positionnement. Hillary Clinton avait besoin de montrer qu'elle était en bonne santé, donc d'attaquer, d'être là, agressive et de vraiment se positionner par rapport à Donald Trump. Lui avait, à l'inverse, le besoin de se poser en homme d'État calme et capable de gérer la situation après la campagne interne aux Républicains où il était extrêmement agressif. Donc il y a aussi cette posture-là qui a joué forcément dans le débat. Après, je pense qu'étant donné la différence qu'il y a entre ces deux personnages, je pense qu'un débat changera pas grand-chose in fine. Alors tout le monde dit oui, il y avait tous les indécis étaient devant leur télévision. Enfin, s'ils sont indécis au point de ne pas voir la différence entre les deux, c'est que... Il y a encore de débat, c'est pas fini. Voilà, c'est compliqué. Mais je pense qu'effectivement, elle a surmonté là-dessus. Après, ce qui n'empêche pas sur le fond, mais je crois que c'est pas la question, de rejoindre beaucoup des analyses qui ont été faites ici, mais que j'ai déjà, par ailleurs, exprimé sur ce plateau. Stéphanie Mignon ou Philippe, moi j'ai trouvé, Philippe Randa, j'ai trouvé que... en fait, j'ai regardé, j'ai trouvé que Hillary Clinton était supérieure, mais très huilée, finalement. Bah oui. Très
très mauvaise de ce côté-là. C'est-à-dire une machine très professionnelle, etc. Trop maîtrisée, c'est ça? Très maîtrisée, mais rassurante. Tellement maîtrisée que finalement, je trouvais que Trump, avec un petit peu ces petites bêtises de gestuelles, etc., et tout, en venait plus naturel. Mais il n'empêche qu'elle l'a attaqué sur énormément de choses, parce qu'elle n'a fait que ça, elle, de l'attaquer sur beaucoup de choses, et qu'il n'a jamais répondu. Il lui a pas ressorti l'histoire des emails, qui est quand même le scandale qui peut la faire. C'est lui dit. Ouais, enfin, il lui a dit très vite fait. Elle l'attaque sur la question du sexisme. C'est quand même une femme qui prône une alliance avec l'Arabie Saoudite, qui est la femme d'un homme contre lequel plusieurs femmes ont porté plainte pour viol et qu'elle a absolument étouffé, qu'elle a traité comme des moins que rien. Et il aurait pu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Là, c'est des exemples que je donne, mais Donald Trump aurait pu répondre sur ces choses-là. Là, il aurait remporté le débat. Il se trouve qu'il n'a répondu à aucune... Charlotte aille il faut que vous coachiez. Il faut devenir un coaching. Je sais pas, mais en tout cas, il se trouve qu'il n'a répondu à aucune de ces invectives. Mais pour une raison simple, je pense, c'est qu'il avait besoin aussi d'être ce personnage qui n'est pas que dans l'invective. Il se trouve qu'il a quand même une personnalité qu'il a fait tomber plusieurs fois dans le panneau. Mais voilà, mais du coup, dans le fond, je pense que c'est là où elle a été gagnante. C'est qu'elle a attaqué sans ne jamais avoir de réponse, alors qu'il y a qu'elle qui a quand même un bilan désastreux, et notamment sur le plan effectivement international, et avec la fondation Clinton, c'est scandale sur scandale, et qu'il lui a pas mis ça dans le nez. Mais c'est là, excusez-moi juste, là, il faut vraiment que je donne la parole. C'est là où Hillary Clinton fait une erreur stratégique, c'est qu'elle tire toutes ses cartouches lors du premier match. Alors que... On verra. Il y a la revanche et la belle. Et là, elle n'aura plus rien à tirer. Philippe Randa et Stéphanie ensuite, pour la conclusion. Alors, tout le monde, vous avez posé la question de savoir qui avait gagné. Moi, je peux vous dire que déjà, il n'y a pas de perdant. Parce que l'une comme l'autre sont toujours là, ils ne sont pas morts. On s'attendait à ce que Trump fasse un éclat qui aurait pu le perdre ou écraser Hillary Clinton. On se demandait si elle allait tenir debout comme ça pendant 1 heure, vu que sa santé est un peu chancelante. Visiblement, elle est en pleine forme. Nous, on est assis. Donc déjà, ce premier débat, il n'y a pas de perdant. On lui donne un avantage. Alors on lui donne un avantage. Qui lui donne un avantage? Surtout les journalistes français. Et les journalistes français qui, depuis le début, nous expliquent que Donald Trump, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, perd des millions de supporters, des millions d'électeurs, et ne comprennent toujours pas qu'il soit là, le qualifié pour l'élection, et quasiment à talonnant d'ailleurs Hillary Clinton. Mais ce sont eux qui nous expliquent que chaque fois, elle est supérieure, elle maîtrise mieux les sujets. Mais il faut peut-être voir une chose. Alors, ou ils sont de très mauvaise foi politique, ce qui est bien possible, ou alors surtout, ils interprètent l'élection américaine avec notre culture française et européenne. Évidemment. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire outre-Atlantique à une autre culture, à un peuple qui réagit différemment de nous. Ils n'ont pas les mêmes repères. Donc, ce qui peut nous paraître, nous, une outrance terrible d'un candidat ou d'une candidate, ou un défaut majeur, pour les Américains, ça peut être tout à fait le contraire, ça peut être un avantage. Le mensonge pour les États-Unis, c'est quelque chose de terrible, d'important. Ça a coûté son poste à Nixon, ça a failli coûter son poste à Clinton. C'est moins le fait qu'il ait eu une aventure extra-conjugale que le fait qu'il ait pu mentir en niant cette relation. Comprenez bien qu'en France, on n'en est pas là. Ils ont tous des liaisons qui peuvent... Le mensonge en France, c'est moins grave que le mensonge, ils sont pas à ça près. Donc, vouloir toujours interpréter en se demandant qu'est-ce que ça va donner, qui va gagner, mais j'en sais rien, mais personne ne peut savoir rien. Ils sont actuellement au coude à coude, ce qui est déjà un exploit, déjà une victoire pour Donald Trump. La première victoire, il a été qualifié, et aujourd'hui, il n'est pas totalement distancé, bien au contraire. Parce que ce n'est même pas le... Et surtout, qu'on comprenne bien une chose, ce qui peut choquer chez nous peut être un énorme avantage chez eux. C'est d'autant plus... Excusez-moi, ces gens-là, ne sont pas connus. En une phrase, en plus, Donald Trump n'est même pas autant Hillary Clinton est la vraie candidate des partis démocrates, mais Trump n'est pas le vrai candidat des républicains. Il l'est devenu malgré le parti. 30% des électeurs de Sanders sont prêts à voter Trump. Hein. C'est pas qu'une question C'est un vrai populiste. On termine avec Stéphanie. On termine parce qu'on a dépassé notre temps comme alors toujours. je suis un petit peu... Je pense qu'on a tous perdu, en fait.
Qui a gagné? Je pense qu'en fait, on a perdu de l'or. Je pense que l'Occident est défiguré. Les États-Unis sont quand même une émanation de l'Europe. Et quand je vois Hillary Clinton, ce monstre, face à Trump, voilà, je vois un petit peu le débat d'ailleurs de 2007, Sarkozy contre Royal. Ouais. Je vois la même chose, à se demander si ce ne sont pas les mêmes agences de com qui sont derrière ces deux couples. Mais c'est vrai, c'était hyper donc j'avais une amie, j'ai vécu aux États-Unis, j'avais une amie qui était de Chicago, qui travaillait dans un grand laboratoire pharmaceutique et qui m'avait dit un jour, You know, Stephanie, United States of America is a country where too much is not enough. Voilà, je traduis, non, vous savez, Stéphanie, les États-Unis sont ce pays où trop n'est pas assez. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire ce pays parce que en fait, il est un peu une anticipation de ce qu'on est en train de devenir. Et en ça, c'est vraiment passionnant de les regarder. Alors, quand je nous entends tous parler là, sur ce genre de sujet, je pense par exemple aux Calaisiens qui souffrent, aux gens qui souffrent dans les banlieues, qui nous entendent, qui cherchent des solutions et qui nous entendent me parler de choses quand même, somme toute, très secondaires. Et là, j'ai un peu mal en fait, hein, je ne le cache pas, j'ai un peu mal. Donc, secondaire... J'ai un peu mal et secondaire, voilà, je continue s'il vous plaît, je continue. Juste, je voudrais dire que qui a vidé nos églises, qui a tué notre industrie, qui a tué nos paysans, qui a tué notre éducation nationale, qui nous étouffe fiscalement, qui empoisonne la planète, qui favorise les vagues migratoires, si ce n'est ces gens-là dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire Hillary Clinton, Trump, je ne veux même pas savoir qui il est, Sarkozy, Royal, etc., etc. Nous sommes face à ces gens qui manipulent, et je dirais même que quand on a tendance à attaquer l'islam, mais qui? Ce n'est pas l'islam qui a vidé les églises, ce n'est pas l'islam qui nous étouffe fiscalement, c'est pas l'islam qui nous a obligés à faire tomber nos frontières. Donc on a un énorme travail à faire sur nous-mêmes. Et je citerai l'Aumônier de Terre et Famille, l'association que j'ai fondée avec Elisabeth de Malaret et donc nous avons un abbé qui nous a cité dernièrement Ézéchiel. Et Ézéchiel donc assiste est le contemporain de la destruction du temple de Salomon au VIe siècle avant Jésus-Christ, et il dit, en citant Dieu, puisque c'est un prophète, « Le pays est plein de jugements sanguinaires, et la ville est remplie d'iniquité. Je ferai venir... » rempli plein d'iniquité, de corruption. Hein, le pays s'est laissé aller à la corruption. « Je ferai venir les plus méchants des peuples, et ils s'empareront de leurs maisons. » Voyez ? Donc, faut pas croire qu'on est une génération spontanée, qu'on a tout inventé, qu'on est plus intelligent que la moyenne. Tout a été dit, tout a été écrit. Et je dirais même que catholiques reprenons possession de notre pays. Voilà. Voilà. Au moins. Alors, ce qui est formidable, c'est que même en américain catholique, ça se traduit de la même façon. C'est pratique. Trump n'a pas massacré Hillary. J'avais envie de demander à notre invité, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, vu la déconfiture du système, qu'à l'intérieur même de ce système, c'est-à-dire avec les baby-boomers, les chefs, les directeurs d'établissements, etc., d'établissements catholiques, qui sont en train de partir à la retraite, est-ce qu'on ne peut pas prendre les places maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas inciter tout ce que nous sommes à reprendre nos places, et peut-être dans les écoles également, les écoles aujourd'hui en place, peut-être sous contrat, etc. C'est ce qui se passe beaucoup. En réalité, il y a un réveil de la société civile. Beaucoup de gens qui ont acquis une compétence au sein de l'État, pourquoi pas, la mettre vraiment au service d'un renouveau, mais vraiment enraciné dans la France éternelle. Exactement. Optimisme, rien n'est perdu tant qu'on est là. Trump n'a pas massacré Hillary, je ne veux pas m'en prendre à une faible femme. Candidat pour les USA, Trump, candidat pour le nouvel ordre mondial, Clinton. Vidéo montrant Hillary Hillard, ça c'est pour les initiés, illuminé ou Illuminati. Voilà. Et comme on parle d'Illuminati, votez Hillary, les initiés comprendront. Madame Coffinier, on va vous offrir cette vidéo qui, je le crois, vous met un peu en exergue. Regardez. On verra bien. Anne Coffinier, dans vos écoles, on défend des valeurs bien éloignées de l'univers de Charlie Hebdo.
Alors c'est vrai que c'est assez différent parce que là, il y a l'uniforme pour les garçons et les filles, différent d'ailleurs en fonction du sexe, l'autorité affirmée, le salut au drapeau, un projet commun. Vous avez même réussi à faire 1 minute de silence pour Charlie dans l'une de vos écoles fréquentées par 98% de musulmans. Du coup, je me suis dit que la réforme de l'indemnisation des victimes était le bon moment pour faire un point sur l'esprit Charlie et de se mettre à la place de Bitru, l'homme de la rue, quoi. Bitru se sent plutôt de droite et Charlie Hebdo n'est pas vraiment sa lecture préférée. Mais Bitru pense que si on n'a plus le droit de se moquer de Mahomet sans se prendre une bastos, alors là, ça ne va plus. Du coup, Bitru sort son drapeau tricolore et part défendre la liberté. Le soutien à Charlie Hebdo a des relents patriotiques. Ils sont des centaines de milliers de Bitru à soutenir Charlie et aussi la police. La manif Charlie, c'était l'union sacrée. Mais comme d'habitude, tous les Bitrus de droite vont se faire doubler par des pros de la com. Et petit à petit, la marche contre l'islam radical va se transformer en une croisade contre les menaces imaginaires de l'extrême droite. On nous refait le coup de la rue Copernic. Vous savez, la loi de Copernic. La loi de Copernic, c'est l'adaptation du principe d'Archimède au terrorisme. Tout attentat plongé dans les médias se traduit par une poussée anti-FN proportionnelle au poids du crime. La France, ça n'est pas l'intolérance, la haine, la peur, jouer sur les peurs en permanence. C'est l'occasion pour nous de dire non. Nous refusons ces amalgames, cette intolérance, cette haine, ces discours qui traumatisent, y compris parfois sur vos ondes. Et c'est un peu pour ça aussi que je ne me sens pas très Charlie. Selon un récent sondage, 28% des musulmans de France pensent que la charia est au-dessus des lois de la République. Ça explique peut-être pourquoi les musulmans de France ne se sont pas montrés très solidaires lors des manifs pro-Charlie. Cela était visible, et une journaliste s'est même pris l'idée de le souligner. Enfin, le temps de se faire couper le micro par le rédac-chef sous un minable prétexte. Qui nous expliquait qu'elles ne se sentaient pas vraiment concernées par cet hommage, pas concernées dans le sens où elles avaient un peu l'impression de voler. Sophie Hébrard, Sophie, on vous arrête, petit problème technique, on vous entend très très mal, vous étiez avec... Pourquoi les agents de l'Agitprop ne se sont-ils pas autant mobilisés pour Nice que pour Charlie? Parce que Charlie est l'agent principal de la subversion ANAR. Il se moque de tout ce que vous défendez dans vos écoles. Religion, armée, nation, il voit du fascisme partout. N'avez-vous pas l'impression que le « Je suis Charlie » c'est un peu de la vente forcée, voire de l'inquisition? Êtes-vous Charlie? Répondez! On peut défendre la liberté sans défendre Charlie. On aurait pu dire « Je suis libre ». Enfin, c'est vrai qu'on aurait eu l'air un peu con aussi. Du coup, la question est, Anne Coffinier, êtes-vous toujours Charlie ou êtes-vous libre? Êtes-vous Charlie? Répondez! Jamais été Charlie. Êtes-vous Charlie? Répondez. Il a fait exactement comme la direction de la télé, il a coupé le son. Si vous laissiez le vrai son qui est accessible sur Internet n'importe comment, vous verrez que c'est pas du tout ce qui est dit. Ah si, vous avez été pas Charlie. Du tout, mais pas si, du vous tout. avez fait une minute de... Pas du tout. Bah si. Est-ce que je peux parler? Bien sûr. Bon. Alors, la réalité est très simple. Après les attentats qui ont tué des Français, fut-il journaliste à Charlie Hebdo, eh bien, une minute de silence a été faite parce que c'était un attentat terroriste, point. Par contre, à la différence de nombre d'écoles publiques, nous n'avons pas demandé les écoles Espérance Banlieue n'ont pas demandé aux élèves de dire « je suis Charlie ». Elles ont dit « voilà, il y a un attentat ». On fait une minute de silence, on recueille pour les morts. Moi, si vous trouvez quelque chose à dire contre le fait de se recueillir après des morts, qui ont endeuillé le pays, pourquoi pas? Mais en tout cas, ça ne me choque pas. Maintenant, ce qui était problématique à l'école publique, c'est qu'on leur a dit, vous allez dire, je suis Charlie, vous faites une minute de silence, et on ne leur a pas expliqué, on n'a pas pris le temps de dire de quoi il s'agissait. Dans les écoles Espérance Banlieue, ce n'est pas du tout pareil. Il y a eu une explication factuelle de la situation. Ensuite, les enfants ont posé des questions, ont exprimé éventuellement leur accord, désaccord, etc. Parce que dans les écoles Espérance Banlieue, c'est un sujet qui est difficile. Les écoles Espérance Banlieue, c'est des écoles hors contrat que vous soutenez. Qu'une de nos fondations soutient
et qui scolarise essentiellement des enfants issus de l'immigration. Donc c'était un sujet qui n'était pas évident. Mais les enfants ont parlé sur le terrain de la raison. C'est ce que j'explique dans l'émission. Et non pas sur « t'es Charlie, t'es pas Charlie ». Ça, c'est pas de l'ordre de la pensée. Alors que dans les écoles hors contrat, on ne leur demande pas de dire ce qu'ils sont. Ça relève d'ailleurs de l'intimité. On leur demande de penser à partir de faits exacts. Et à la suite de cet exercice, 1 minute de silence est faite. Alors si vous trouvez que c'est un vague rapport avec le résumé qui a été fait là, je vous félicite. Donc vous n'êtes pas Charlie, vous êtes Charlie, je comprends pas ça. Je ne suis pas Charlie, bien sûr que non. Comment voulez-vous que je sois Charlie? Est-ce qu'il y a un Charlie parmi vous? Ah non. Charles, oui, mais ça je sais. Mais Charlie, il y a beaucoup de Charlots, mais pas de Charlie. Voilà. Du temps de professeur Choron, oui, autrefois, quand il y avait Choron et Cavada, mais plus maintenant. Anne Coffinier, est-ce que je peux vous poser une dernière question? Et celle-ci, elle n'était donc pas fondée, mais il y en a une qui est fondée. Est-ce que vous attendez vraiment mai 2017 avec le retour des droites classiques, des droites conservatrices, des droites incarnées par parti pour le Front National? Cela, est-ce que vous attendez la victoire de Sarkozy, Juppé, Bayrou, Le Pen, Dupont-Aignan, Poisson, qui vous voulez? Est-ce que je l'espère? Est-ce que je l'attends? Est-ce que vous espérez ça? Parce que vous pensez que vous travaillerez mieux, parce que vous pensez que ça ira mieux, parce que vous serez plus performante, et que là, Hollande et Najat Vallaud-Belkacem vous privent de cette capacité d'avancer? Ou est-ce que vous ne faites pas confiance ni aux uns ni aux autres? Disons que si la droite passe, les écoles libres, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, seront beaucoup moins ennuyés, tracassés, harcelés dans leur droit légitime à l'existence. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que la droite, quelle qu'elle soit, sera suffisamment courageuse pour oser secouer la table, ce que je me garde de faire complètement dans l'émission présente? Ce n'est pas certain. Et nous essayons de les pousser à ça. Quelle est la vraie révolution dont on a besoin? C'est une révolution qui consiste tout simplement à laisser le libre choix aux familles. Ça veut dire on fait sauter la carte scolaire et on donne le droit financier aux familles de choisir l'école. C'est tout à fait faisable. Une autre manière de prendre le sujet, c'est de dire les 20%. Vous connaissez ces 20%? C'est-à-dire qu'en fait, seuls 20% des enfants sont autorisés à bénéficier d'une place dans un établissement sous contrat. C'est même pas une loi, c'est une mauvaise habitude. Et à chaque fois, tous les hommes de droite comme de gauche disent « mais vous comprenez, si vous touchez à ça, ça va être le retour de la guerre scolaire ». C'est n'importe quoi. Vous avez la plupart des gens qui veulent choisir l'école, qui veulent pouvoir aller dans le privé. Donc ça, je pense que la droite, peut-être, va avoir le courage de le secouer et puis de le balayer. Pour une fois qu'en France, on a une réalité qui ne repose pas sur une loi et qui ne nécessite pas de changement législatif, ça serait quand même dommage de s'en priver. Merci beaucoup Anne Coffinier. Allez, dernière question. C'est formidable. Vous défendez toutes les écoles libres et indépendantes. En fait, j'ai lu tout ce que vous faisiez, j'ai tout lu. En fait, la seule école que vous ne soutenez pas, c'est celle que vous avez faite. D'ailleurs, c'est l'ENA. Vous avez parlé d'une école de la servilité. Parce qu'elle n'est pas indépendante. Mais il faut parce qu'en fait, j'ai l'impression que ceux qui veulent la supprimer, ce sont ceux qui l'ont faite. Bruno Le Maire. Comme Bruno Le Maire. Oui, oui, bien sûr. Et donc vous êtes pour la suppression de l'ENA? Parce qu'on la connaît, oui. Oui. L'ENA, c'est une école qui a deux gros défauts majeurs, de mon point de vue. Le premier défaut, c'est que ça crée essentiellement une manière de former les esprits pour la haute administration française. Donc le simple fait d'avoir un seul modèle, c'est toujours la même idée. Moi, je crois à la diversité, au pluralisme dans les idées, c'est déjà un problème en soi. Et c'est une telle camarilla que ceux qui n'ont pas la chance d'être énarques ont quand même beaucoup de mal à surnager. Quand même le reconnaître. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'à l'ENA, on est formé, il y en a deux problèmes finalement, à l'ENA, on est formé à, avant tout, face à un problème, à écrire une note pour son chef, donc admettons président de la République. Donc, et le problème est supposé régler quand la note est écrite. On ne nous apprend pas à dire est-ce que c'est recevable? Comment je fais pour que ça passe dans la population? Comment je fais pour associer les acteurs? Comment je fais pour que ça soit réellement appliqué? Ne vous étonnez pas que, par exemple, il y ait 30% des lois en France qui ne soient pas promulguées. Parce qu'aucun texte d'application n'a été pris. Pourquoi? Parce que dans la mentalité de l'énarque, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez votre texte et après, vous vous en moquez. Ce n'est pas votre affaire, c'est les petites mains qui s'en occupent. Vous voyez? Donc ça, c'est un gros problème qui vient de l'ENA. Ils sont tous faits comme ça. Et le dernier point, c'est qu'on est fait... Bon, il y en a 4, finalement. Non, il n'y en a pas 4. Vous reviendrez pour le prochain Mistral Liberté. Le dernier point, c'est qu'effectivement, on est formé dans une logique non pas de recherche de ce qui est vrai, ou même performant, mais de recherche de ce qui correspond à ce que veut notre chef. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une école de la servilité. C'est une école de la docilité. Vous vous dites, que veut mon chef? Ah, il veut ça, je lui écris ça. Et c'est comme ça que les énarques, en fait, arrivent complètement à enfumer leur propre chef
Pas spécialement le désirant, mais tout simplement parce qu'ils ont été formés comme ça. Et au bout d'un moment, vous avez des élites, comme à peu près tous les élites qu'on a eues récemment, qui sont complètement coupées de la conscience même de ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez? Donc ça, c'est une des caractéristiques vraiment liées à l'ENA, et ça pose quand même un vrai problème. La vraie élite, elle était là ce soir, grâce à vous aussi, Anne Tauffinier, grâce aux donateurs qui sont ici et que je salue, aux étudiants qui sont là, aux parents d'élèves qui sont aussi dans les écoles hors contrat et qui sont venus vous soutenir et vous accompagner. Merci au producteur Arnaud Soyer, merci au réalisateur Benjamin Nicolas et à l'ensemble des techniciens de l'émission Bistro Liberté. On se retrouve dans 15 jours. Je crois que notre invité sera un maire de Seine-Saint-Denis. On en reparlera dans 15 jours, mais on se retrouve pour Bistro Liberté. À bientôt.